Il y a des moments dans la vie où tout peut changer en un instant. Parfois, c'est dans les endroits les plus ordinaires que naissent les plus belles histoires d'amour. Thomas Hartwell était un cow-boy solitaire qui vivait tranquillement dans les terres du Nouveau-Mexique. Ce jour-là, il était simplement venu en ville pour acheter du grain. Rien d'extraordinaire. Juste une course comme toutes les autres. Mais quand il croisa le regard d'Elena Rodriguez, une jeune veuve qui luttait seule contre la vie, quelque chose se réveilla dans son cœur. Elle se tenait devant le magasin, fatiguée mais digne, portant le poids de ses épreuves avec courage. Ce qui devait être un simple achat allait devenir le début d'une histoire qui transformerait deux âmes blessées. Comment un homme peut-il découvrir l'amour là où il s'y attend le moins? Thomas Hartwell avait 42 ans et la solitude pour seule compagne. Dans les vastes plaines du Nouveau-Mexique, où le vent chantait entre les cactus et où l'horizon semblait s'étendre à l'infini, il avait trouvé une paix qu'il n'espérait plus. Son ranch, situé à une quinzaine de kilomètres de la petite ville de San Miguel, était modeste mais suffisant pour un homme qui avait renoncé aux grandes ambitions. Chaque matin, Thomas se levait avant l'aube, buvait son café noir en regardant le soleil naître derrière les montagnes lointaines, puis s'occupait de ses chevaux. Il en possédait 4. Ranger, un étalon bai aux allures fières, Luna, une jument grise douce comme un agneau, et 2 autres bêtes qu'il avait sauvées d'un marchand peu scrupuleux. Ces animaux étaient sa famille, ses confidents silencieux dans un monde où les mots perdaient souvent leur valeur. Le carnet de cuir usé qu'il gardait dans la poche de sa veste contenait ses pensées les plus intimes. Écrites d'une main ferme et parfois tremblante, ses réflexions témoignaient d'une vie marquée par les épreuves. Il y notait ses observations sur le temps, sur le comportement de ses chevaux, mais surtout sur cette solitude qu'il habitait comme une seconde peau. 15 octobre 1879. Avait-il écrit la veille. Les premières gelées arrivent. Luna boite légèrement de la patte arrière gauche. Je devrais aller en ville demain pour le grain et peut être faire venir le vétérinaire. La solitude pèse plus lourd quand l'hiver approche. Thomas n'avait pas toujours vécu seul. Il y avait eu Sarah, sa femme, morte en couche il y a de cela 10 ans. Leur enfant n'avait pas survécu non plus. Après cette tragédie, il avait quitté le Texas, où ils avaient construit leurs rêves. Incapable de supporter les souvenirs qui hantaient chaque coin de leur ancienne maison. Le Nouveau-Mexique lui avait offert l'anonymat et l'oubli relatif qu'il cherchait. Il y avait eu d'autres femmes depuis, des rencontres brèves dans les salons des villes voisines, mais jamais rien de sérieux. Thomas s'était construit une carapace, convaincu que l'amour véritable ne frappait qu'une fois dans une vie. Il préférait sa solitude choisie aux déceptions possibles. Ce matin-là, en préparant sa charrette pour le voyage vers San Miguel, Thomas ne se doutait pas que sa vie allait basculer. Il avait chargé quelques peaux de bêtes à vendre, compté ses économies dans une bourse de cuir râpé et préparé la liste de ses achats. Grains pour les chevaux, farine, café, peut être un peu de viande salée si le boucher avait de la marchandise fraîche. Le trajet jusqu'à San Miguel prenait 2 bonnes heures par le chemin poussiéreux qui serpentait entre les collines arides. Thomas aimait ce voyage, seul avec ses pensées et le rythme régulier des sabots de Ranger. Il observait le paysage qui changeait subtilement au fil des saisons, notait mentalement les changements dans la végétation, la présence d'animaux sauvages. San Miguel était une ville typique de la région. Une rue principale bordée de bâtiments en adobe, quelques commerces essentiels, une église, un saloon. La population ne dépassait pas les 300 âmes, composée principalement de fermiers, d'éleveurs et de commerçants. Tout le monde se connaissait, et les nouveaux visages étaient rares et remarqués. C'est dans cette atmosphère de familiarité prudente qu'évoluait Elena Rodriguez depuis 3 ans. Veuve à 28 ans, elle élevait seule son fils Miguel, âgé de 8 ans, dans une petite ferme héritée de son défunt mari Carlos. La propriété, située à la sortie de la ville, était modeste. Quelques hectares de terre arable, une maison en adobe au volet bleu délavé, une étable qui avait connu des jours meilleurs. Elena était une femme de caractère, forgée par les épreuves, mais qui gardait une dignité naturelle qui forçait le respect. Ses cheveux noirs, qu'elle portait toujours tirés en chignon sévère, encadraient un visage aux traits fins marqué par le travail et le souci. Ses mains, abîmées par les tâches quotidiennes, racontaient l'histoire d'une femme qui n'avait jamais reculé devant l'effort. Depuis la mort de Carlos, dans un accident de charrette, Elena luttait pour maintenir la ferme à flot. Les récoltes étaient maigres, les dettes s'accumulaient, et les regards des habitants de San Miguel oscillaient entre compassion et jugement. Une femme seule avec un enfant était une anomalie dans cette société traditionnelle, et certains murmuraient qu'elle ferait mieux de se remarier rapidement.
Miguel, son fils, était un garçon vif et intelligent qui ressemblait trait pour trait à son père. Ses grands yeux bruns pétillaient de curiosité malgré les difficultés familiales. Il aidait sa mère du mieux qu'il pouvait, nourrissant les quelques poules qu'il possédait encore, ramassant du bois mort pour le feu et étudiant ses lettres et ses chiffres sous la lampe à pétrole les soirs d'hiver. Ce jour d'octobre, Elena était venue en ville pour tenter de négocier un délai supplémentaire avec ses créanciers. Dans sa robe de laine brune, simple mais propre, elle incarnait cette dignité fière des femmes habituées à se battre contre l'adversité. Elle serrait dans sa main une lettre froissée, le dernier avertissement du banquier qui menaçait de saisir sa propriété si elle ne soldait pas ses dettes avant la fin du mois. L'automne 1879 était particulièrement difficile dans la région. Les récoltes avaient souffert d'une sécheresse précoce suivie d'orages violents qui avaient détruit une partie des cultures. Beaucoup de fermiers étaient en difficulté, mais Elena se trouvait dans une situation particulièrement précaire, sans homme pour l'aider et sans famille proche pour la soutenir. Quand Thomas fit son entrée dans San Miguel ce matin-là, guidant sa charrette vers le magasin général de Harvey Morrison, il ne remarqua pas immédiatement la femme qui se tenait devant l'établissement. Il était concentré sur sa liste d'achats, calculant mentalement le coût de ses provisions et se demandant s'il aurait assez d'argent pour tout acheter. C'est en descendant de sa charrette qu'il la vit vraiment pour la première fois. Elena était immobile devant la vitrine du magasin, tenant cette lettre froissée, son visage reflétant un mélange de détermination et de désespoir qui toucha immédiatement Thomas. Il y avait quelque chose dans son maintien, dans la façon dont elle redressait les épaules malgré le poids visible de ses soucis, qui réveilla en lui des émotions qu'il croyait enfouies. Leurs regards se croisèrent pendant un bref instant. Elena leva les yeux vers cet homme grand et mince qu'elle ne connaissait pas, remarquant ses traits burinés par le soleil et les années, ses yeux clairs qui semblaient porter leur propre fardeau de solitude. Thomas, de son côté, fut frappé par la beauté mélancolique de cette femme qui luttait visiblement contre des difficultés qu'il ne pouvait qu'imaginer. Ni l'un ni l'autre ne parla. Elena détourna le regard et entra dans le magasin, suivie quelques instants plus tard par Thomas. Harvey Morrison, le propriétaire, un homme bedonnant à la barbe grisonnante, les salua avec sa jovialité habituelle. « Bonjour Thomas, qu'est-ce qui t'amène en ville aujourd'hui? »« Du grain pour mes chevaux, Harvey. »« Et les provisions habituelles. » Elena, près du comptoir, discutait à voix basse avec Morrison. Thomas ne put s'empêcher d'écouter discrètement leur conversation. « Je vous demande juste 2 semaines de plus, Monsieur Morrison. La récolte de maïs devrait me rapporter assez pour rembourser une partie de ce que je vous dois. »« Elena, vous me dites la même chose depuis 3 mois. »« Je comprends votre situation, mais moi aussi j'ai des factures à payer. Le fournisseur de Denver menace de me couper le crédit si je ne règle pas mes propres dettes. » Thomas sentit un pincement au cœur en entendant la détresse contenue dans la voix d'Elena. Il y avait quelque chose d'injuste dans le fait qu'une femme courageuse comme elle soit acculée de la sorte. Sans vraiment réfléchir, il s'approcha du comptoir. « Excusez-moi, » dit-il doucement. « Je ne voulais pas écouter, mais j'ai entendu que vous aviez des difficultés. Peu. Être pourrais-je vous aider ?» Elena se tourna vers lui, surprise et méfiante. Dans son expérience, les hommes qui offraient leur aide aux veuves attendaient souvent quelque chose en retour. « Je vous remercie, monsieur, mais je me débrouille seul. »« Je n'en doute pas, » répondit Thomas avec un sourire respectueux. Mais parfois, accepter un coup de main n'est pas une faiblesse, c'est juste de la sagesse. Il y eut un silence pendant lequel Elena étudia cet inconnu. Il y avait quelque chose de sincère dans son regard, une honnêteté qui contrastait avec l'attitude souvent intéressée des autres hommes qu'elle avait rencontrés. « Je suis Thomas Hartwell, » dit-il en soulevant légèrement son chapeau. « J'ai un ranch à l'est de la ville. Et vous êtes ?»« Elena Rodriguez, » répondit-elle, avec une certaine raideur. « Et vraiment, monsieur Hartwell, je vous remercie, mais je ne peux accepter l'aide d'un étranger. » Thomas hocha la tête, comprenant sa méfiance. Il se tourna vers Harvey Morrison. « Combien Madame Rodriguez vous doit-elle, Harvey ?»« Thomas, ce ne sont pas tes affaires, » protesta Elena. « 43 $, répondit Morrison après un moment d'hésitation. Thomas sortit sa bourse et compta la somme sur le comptoir. « Voilà pour sa dette. Et maintenant, je vais prendre mon grain. » Elena resta bouche bée. 43 $ représentaient plusieurs mois de revenus pour elle. Elle regarda cet homme étrange qui venait de régler ses dettes sans même la connaître.
Monsieur Hartwell, je ne peux pas accepter cela. Je ne vous connais même pas. Considérez cela comme un prêt, dit Thomas en chargeant ses sacs de grains. Vous me rembourserez quand vous le pourrez, sans intérêt et sans pression. Mais pourquoi? Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Thomas s'arrêta et la regarda droit dans les yeux. Parce que tout le monde mérite une seconde chance, Madame Rodriguez, et parce que parfois, aider quelqu'un nous aide nous-mêmes. Helena ne sut que répondre. Elle qui s'était endurcie par nécessité, qui avait appris à ne compter que sur elle-même, se trouvait désarmée par ce geste inattendu de générosité pure. « Je vous rembourserai, » dit-elle finalement, d'une voix ferme. « Chaque cent. J'en suis sûr, » répondit Thomas. « Mais ne vous pressez pas. L'argent peut attendre. La dignité et l'espoir sont plus importants. » Sur ces mots, il souleva son chapeau et sortit du magasin, laissant Helena avec ses émotions mélangées et une dette qu'elle ne savait comment honorer. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait à la fois soulagée et profondément troublée. Qui était cet homme qui venait de changer sa journée et peut être sa vie d'un simple geste? Dehors, Thomas attachait ses sacs de grains dans sa charrette, l'esprit tout aussi troublé. Il ne comprenait pas pourquoi il avait agi si impulsivement. Lui qui évitait les complications, voilà qu'il venait de se lier à une inconnue et à ses problèmes. Mais quelque chose dans le regard d'Helena avait touché une corde sensible en lui, réveillant des sentiments qu'il croyait morts avec Sarah. En remontant dans sa charrette, Thomas jeta un dernier regard vers le magasin. Helena était sortie et l'observait depuis le seuil, tenant toujours cette lettre froissée qu'elle avait maintenant moins de raison de craindre. Leurs regards se croisèrent une nouvelle fois, et cette fois, aucun des deux ne détourna les yeux immédiatement. Dans ce bref échange muet, quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance peut être, ou simplement la première étincelle de ce qui allait devenir bien plus qu'une simple dette à rembourser. Thomas fit claquer les rênes et sa charrette s'ébranla. Mais au lieu de prendre directement le chemin de son ranch, il se dirigea vers l'extrémité de la ville, curieux de voir où vivait cette femme mystérieuse qui venait de bouleverser sa routine bien établie. La ferme d'Helena était plus délabrée qu'il ne l'avait imaginé. Les clôtures affaissées, le toit de la maison qui nécessitait visiblement des réparations, l'étable dont une porte pendait sur ses gonds. Pourtant, malgré le délabrement, il y avait quelque chose de touchant dans cette propriété. On sentait que quelqu'un s'efforçait de maintenir ce qui pouvait l'être, de préserver un semblant d'ordre dans le chaos des difficultés financières. Un petit garçon jouait dans la cour, construisant des châteaux avec des pierres et des bouts de bois. En voyant la charrette s'approcher, il se redressa et observa ce visiteur inattendu avec la curiosité naturelle de son âge. Thomas s'arrêta à une distance respectueuse et descendit de sa charrette. « Bonjour, mon garçon. Tu dois être Miguel. »« Comment vous savez mon nom ?» demanda l'enfant avec une méfiance qui rappelait celle de sa mère. « J'ai rencontré ta maman en ville. Je suis Thomas Hartwell. Maman dit qu'il ne faut pas parler aux étrangers. »« Ta maman a raison. C'est une règle importante. » Thomas sourit. Mais parfois les étrangers peuvent devenir des amis. Miguel étudia cet homme grand aux yeux gentils. Il y avait quelque chose de rassurant chez lui. Une tranquillité qui contrastait avec l'agitation que Miguel percevait chez la plupart des adultes qui venaient voir sa mère. « Vous venez pour l'argent, comme les autres ?» La question, posée avec la directité brutale de l'enfance, toucha Thomas. Ce petit garçon avait déjà trop vu de créanciers, trop entendu de conversations inquiètes. « Non, Miguel, je ne viens pas pour l'argent. En fait, c'est plutôt le contraire. »« Comment ça ?» Avant que Thomas puisse répondre, Helena apparut sur le seuil de la maison. Elle avait couru depuis la ville et était légèrement essoufflée. En voyant Thomas près de son fils, elle se raidit immédiatement. « Miguel, rentre à la maison », dit-elle d'un ton qui n'admettait aucune discussion. L'enfant obéit sans protester, mais non sans jeter un dernier regard curieux vers Thomas. « Monsieur Hartwell, » dit Helena en s'approchant, « que faites-vous ici? Je voulais voir où vous viviez, m'assurer que vous alliez bien. » « Nous allons parfaitement bien, » répondit-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Et je vous l'ai déjà dit, je vous rembourserai. » Thomas regarda autour de lui, notant tous les détails qui révélaient les difficultés d'Helena. Les réparations urgentes, les outils usés, les signes d'un combat quotidien contre la pauvreté qui gagnait du terrain. « Madame Rodriguez, » dit-il doucement, « je ne suis pas venu pour parler d'argent. Je suis venu parce que j'ai reconnu quelque chose en vous. »« Quoi donc ?» « La solitude, »
répondit-il simplement. Et la fierté de se battre malgré tout. Helena le regarda avec surprise. Elle ne s'attendait pas à tant de perspicacité de la part de cet inconnu. « Je ne sais pas ce que vous voulez de moi, monsieur Hartwell, mais je vous assure que je n'ai rien à offrir. »« Peut être, » dit Thomas en montant dans sa charrette. « Mais parfois, la compagnie vaut plus que tout l'or du monde. » Il fit demi-tour et s'éloigna, laissant Helena seule avec ses questions et ses doutes. Pour la deuxième fois de la journée, cet homme étrange venait de la déstabiliser avec ses paroles inattendues. Le soir tomba sur San Miguel avec ses couleurs habituelles d'orange et de pourpre. Dans sa ferme isolée, Helena préparait le dîner en repensant aux événements de la journée. Miguel, lui, ne cessait de poser des questions sur le gentil monsieur qui connaissait son nom et qui semblait différent des autres visiteurs. À 15 kilomètres de là, Thomas nourrissait ses chevaux en se demandant ce qui lui avait pris. Il avait vécu dans la solitude si longtemps qu'il avait oublié combien la compagnie humaine pouvait lui manquer. Mais il y avait plus que cela. Il y avait quelque chose chez Helena Rodriguez qui avait réveillé en lui des sentiments qu'il croyait définitivement enterrés. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Thomas écrivit dans son carnet autre chose que des observations pratiques. « Elle a les yeux les plus tristes et les plus beaux que j'ai jamais vus, nota-t-il. Et je crois que ma solitude vient de prendre fin, que je le veuille ou non. » Dans l'obscurité de leurs demeures respectives, ni Thomas ni Helena ne trouvèrent facilement le sommeil. Quelque chose avait changé ce jour-là, quelque chose d'aussi imperceptible qu'irréversible. Le grain que Thomas était venu acheter reposait dans son étable. Mais il avait rapporté bien plus que cela son voyage en ville. Il avait rapporté la possibilité d'un avenir qu'il n'avait jamais osé envisager. 3 jours s'écoulèrent avant que Thomas ne retourne en ville. 3 jours pendant lesquels il tenta de se convaincre que son geste impulsif au magasin général n'était qu'un élan de générosité passager, rien de plus. Mais le visage d'Helena hantait ses pensées, et il se surprenait à regarder vers la route qui menait à San Miguel plus souvent qu'il ne l'aurait voulu. Ce matin-là, il sellait Ranger pour aller vérifier ses clôtures du côté sud quand il aperçut un nuage de poussière sur le chemin. Une charrette approchait à vive allure, conduite par quelqu'un qui semblait pressé. En plissant les yeux sous le soleil matinal, Thomas reconnut Helena qui fouettait son cheval avec une urgence qui l'alarma immédiatement. Il galopa à sa rencontre et vit son visage livide, ses yeux rougis par les larmes qu'elle tentait de retenir. Miguel était assis à côté d'elle, serrant contre lui un sac qui contenait visiblement leur maigre possession. « Madame Rodriguez !» appela Tom en arrêtant Ranger devant leur charrette. « Que se passe-t-il » Helena tira sur les rênes, faisant halte avec un soulagement visible. « Monsieur Hartwell, ils sont venus ce matin. »« Qui ça, ils ?»« Des hommes. » 3 hommes. Ils ont dit qu'ils venaient pour la lettre. Elle fouilla dans sa poche et en sortit un document froissé, différent de celui qu'elle tenait l'autre jour. Ils disent que Carlos devait de l'argent. Beaucoup d'argent, plus que ce que vaut la ferme. Thomas prit la lettre et la parcourut rapidement. C'était un avis de saisie immédiate, signé par un certain Jeremiah Stone, créancier privé. Le montant réclamé était astronomique. 200 $, une somme qui représentait plusieurs années de revenus pour une petite ferme. « Ils m'ont donné jusqu'à demain midi pour quitter les lieux, » continua Helena d'une voix tremblante. « Sinon, ils ont dit qu'ils nous mettraient dehors de force. » Miguel regardait sa mère avec des yeux inquiets, trop jeune pour comprendre pleinement la situation, mais assez intelligent pour saisir qu'ils étaient en danger. « Ces hommes, » dit Thomas en gardant un ton calme pour ne pas effrayer davantage l'enfant, « à quoi ressemblaient-ils » Le chef était un homme mince avec une cicatrice sur la joue. Il portait un costume noir et avait l'air et méchant. Les 2 autres étaient armés. Ils n'ont pas dit grand-chose, mais ils me regardaient d'une façon qui me faisait peur. Thomas sentit une colère froide monter en lui. Il connaissait ce genre d'hommes, ces charognards qui profitaient du malheur des autres. Stone n'était probablement même pas un créancier légitime, mais plutôt un homme qui rachetait des dettes douteuses pour une fraction de leur valeur puis extorquait les débiteurs. « Votre mari vous avait-il parlé de cette dette ?»« Jamais. » Helena secoua la tête avec véhémence. « Carlos n'était pas joueur, monsieur Hartwell. Il buvait un verre de temps en temps, mais il n'aurait jamais mis notre famille en danger pour de l'argent. »« Maman, » dit Miguel d'une petite voix, « où on va aller ?» Helena caressa les cheveux de son fils, incapable de répondre. Thomas vit la détresse dans ses yeux et prit une décision qui allait changer le cours de leurs 3 vies. « Vous venez chez moi, » dit-il simplement. « Le temps qu'on trouve une solution. »« Non, monsieur Hartwell,
Je ne peux pas vous imposer. Vous ne m'imposez rien. Ma maison est assez grande et j'ai de la place dans l'étable pour votre cheval. Il se tourna vers Miguel. Et toi, mon garçon, est-ce que tu aimes les chevaux? Les yeux de Miguel s'illuminèrent pour la première fois depuis le matin. Oh oui, monsieur. Alors tu pourras m'aider à m'occuper des miens. Ça te dirait? Vraiment? Vraiment. Helena regarda cet homme qui, encore une fois, lui offrait son aide sans rien demander en retour. Monsieur Hartwell, je ne comprends pas pourquoi vous faites tout cela pour nous. Parce que c'est juste, répondit Thomas. Et parce que ces hommes n'ont pas le droit de vous traiter ainsi. Il fit demi-tour avec sa monture et se plaça à côté de leur charrette. Suivez-moi, et ne vous inquiétez pas pour ces hommes. S'ils veulent votre ferme, ils devront d'abord passer par moi. Le trajet jusqu'au ranch de Thomas se fit dans un silence relatif, ponctué seulement par les questions enthousiastes de Miguel sur les chevaux et les réponses patientes de Thomas. Helena, elle, oscillait entre reconnaissance et inquiétude. Elle ne connaissait pratiquement rien de cet homme qui semblait déterminé à les protéger, et son expérience lui avait appris à se méfier des intentions trop généreuses. Le ranch de Thomas était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. La maison principale, construite en pierre et en bois, était simple, mais solide. Une véranda courait sur toute la façade, ornée de quelques chaises en bois où il devait passer ses soirées à regarder le coucher du soleil. L'étable était bien entretenue, et on entendait les hennissements des chevaux qui accueillaient le retour de leur maître. « Vous pouvez prendre la chambre d'amis, » dit Thomas en aidant Helena à descendre de la charrette. « Miguel pourra dormir dans le petit lit près de la fenêtre. Moi, je dormirai sur la véranda. J'ai l'habitude. » « Nous ne pouvons pas vous chasser de votre propre maison, » protesta Helena. « Vous ne me chassez de nulle part. L'été, je dors souvent dehors de toute façon. J'aime entendre les bruits de la nuit. » Miguel courut vers l'étable, attiré par les hennissements. Thomas le suivit, souriant de voir l'enthousiasme de l'enfant. « Doucement, mon garçon. Il faut toujours approcher les chevaux calmement. Ils sentent la peur ou l'excitation. » Il ouvrit la porte de l'étable et présenta Miguel à ses chevaux. « Voici Ranger, mon étalon. C'est le chef de la troupe. Et ça, c'est Luna. Elle est douce comme un agneau. » Miguel tendit une main timide vers Luna, qui renifla ses doigts avant de les lécher délicatement. L'enfant éclata de rire, un son qui réchauffa le cœur de Thomas. « Elle m'aime bien sûr qu'elle t'aime bien. Les chevaux sont de bons juges de caractère. » Helena les observait depuis l'entrée de l'étable. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans la façon dont Thomas interagissait avec son fils. Miguel n'avait jamais connu son père. Carlos était mort quand l'enfant avait 5 ans, et il était rare de voir un homme lui accorder autant d'attention bienveillante. « Monsieur Hartwell, » dit-elle doucement, « il faut que nous parlions. » Thomas confia Miguel aux soins de Luna et rejoignit Helena à l'extérieur. « Vous avez des doutes ?» dit-il avant qu'elle puisse parler. « C'est normal. Ce n'est pas que j'ai des doutes sur vos intentions, » répondit Helena. « Mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous risquez votre tranquillité pour des étrangers. Ces hommes, s'ils apprennent que vous nous cachez. »« Ils ne nous font pas peur, » l'interrompit Thomas. « J'ai eu affaire à pire qu'eux. »« Comment pouvez-vous en être si sûr ?» Thomas hésita un moment, puis décida qu'Helena méritait de connaître la vérité. « Parce que j'étais shérif autrefois, au Texas. J'ai l'habitude de traiter avec les hommes de leur espèce. » Helena le regarda avec surprise. « Vous étiez shérif? Qu'est-ce qui vous a amené ici? »« C'est une longue histoire, » dit Thomas. « Mais disons que j'ai eu ma part de violence et que j'ai choisi la paix. Cela ne veut pas dire que j'ai oublié comment me défendre. Et si ces hommes reviennent avec plus d'hommes armés? Alors nous verrons. » Thomas posa une main rassurante sur l'épaule d'Helena. « Madame Rodriguez, je vous promets que tant que vous et Miguel serez sous ma protection, rien ne vous arrivera. » Helena sentit une chaleur étrange l'envahir au contact de cette main ferme et rassurante. Depuis la mort de Carlos, aucun homme n'avait eu envers elle ce genre de geste protecteur et désintéressé. « Pourquoi ?» demanda-t-elle une dernière fois. « Pourquoi prenez-vous de tels risques pour nous ?» Thomas la regarda dans les yeux, et pour la première fois, il fut complètement honnête. « Parce que depuis que j'ai croisé votre regard l'autre jour au magasin, je n'arrive plus à penser à autre chose qu'à vous. Et parce que voir quelqu'un malmener une femme courageuse comme vous réveille en moi des instincts que je croyais endormis. » Helena rougit légèrement. Elle avait senti cette attraction mutuelle, mais l'entendre exprimer si directement la troublait profondément. « Monsieur Hartwell, Thomas, » dit-il doucement, « si nous devons vivre sous le même toit, même temporairement, appelez-moi Thomas.
Thomas, répéta-t-elle, goûtant la sonorité de ce prénom. Je m'appelle Helena. Je sais, dit-il avec un sourire. Helena, c'est un beau prénom. Il vous va bien. Un silence confortable s'installa entre eux, ponctué par les rires de Miguel qui continuait à faire connaissance avec les chevaux. Pour la première fois depuis des mois, Helena se sentait en sécurité, non seulement physiquement, mais émotionnellement aussi. « Il va falloir que j'aille en ville », dit Thomas après un moment, « voir ce que je peux découvrir sur cette dette et sur ces hommes. C'est dangereux, peut être, mais c'est nécessaire. Si cette dette est légitime, il faut la régler. Si elle ne l'est pas, il faut l'exposer au grand jour. Et si vous avez des ennuis à cause de nous ?» Thomas sourit, et Helena remarqua comme ce sourire transformait son visage, chassant la mélancolie habituelle de ses traits. « Helena, j'ai vécu seul pendant 10 ans. Croyez-moi, avoir des ennuis pour une bonne cause sera un changement bienvenu. » Le soir tomba sur le ranch dans une atmosphère inhabituelle. Pour la première fois depuis des années, Thomas n'était pas seul pour le dîner. Helena avait insisté pour préparer le repas, et l'odeur des haricots et du pain de maïs emplissait la maison d'une chaleur domestique que Thomas avait oubliée. Miguel, épuisé par les émotions de la journée et sa rencontre avec les chevaux, s'endormit avant même la fin du repas. Thomas le porta jusqu'au petit lit près de la fenêtre, et Helena le borda avec une tendresse qui serra le cœur de l'homme. « Il vous fait confiance », dit Helena quand ils furent redescendus. « C'est rare. Habituellement, il est méfiant avec les inconnus. »« Les enfants sentent les choses que les adultes ont parfois du mal à voir, » répondit Thomas. « Ils savent instinctivement qu'ils peuvent faire confiance. Et vous, est-ce que je peux vous faire confiance ?» Thomas la regarda longuement. « Helena, je ne vous mentirai jamais. Oui, vous pouvez me faire confiance. Pour votre sécurité, pour celle de Miguel et pour tout le reste. » Helena hocha la tête, sentant au fond de son cœur que cet homme disait la vérité. « Alors je vous fais confiance, Thomas Hartwell, entièrement. » Cette nuit-là, installé sur sa véranda comme promis, Thomas contempla les étoiles en repensant aux événements de la journée. Sa vie venait de basculer complètement. Et étrangement, il ne le regrettait pas. Pour la première fois depuis la mort de Sarah, il avait l'impression d'avoir un but, une raison de se lever le matin qui dépassait sa simple survie. Dans la chambre d'amis, Helena berçait doucement Miguel, qui murmurait dans son sommeil. Elle aussi regardait par la fenêtre, vers la silhouette de Thomas sur la véranda. Cet homme était en train de bouleverser sa vie de la plus belle façon qui soit, et malgré toutes ses peurs et ses incertitudes, elle commençait à espérer que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. La lettre de saisie reposait sur la table de la cuisine, témoin silencieux de la crise qui les avait réunis. Mais désormais, Helena ne la regardait plus avec terreur. Thomas était là, et pour la première fois depuis la mort de Carlos, elle ne se sentait plus seule face à l'adversité. L'aube qui se lèverait bientôt apporterait de nouveaux défis, mais elle l'accueillerait avec un cœur plus léger et un espoir renaissant. Parfois, les plus belles choses naissent des pires épreuves, et Helena commençait à comprendre que sa rencontre avec Thomas n'était être pas le fruit du hasard, mais celui du destin. Le lendemain matin, Thomas se leva avant l'aube comme à son habitude. Mais cette fois, il ne fut pas accueilli par le silence familier de sa solitude. Des bruits légers provenaient de la cuisine, et l'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air matinal. Helena était déjà debout, s'affairant discrètement pour ne pas réveiller Miguel. « Bonjour », dit-elle doucement quand Thomas apparut dans l'embrasure de la porte. « J'espère que ça ne vous dérange pas. J'ai pris la liberté de préparer le café. »« Au contraire », répondit Thomas, touché par cette attention. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu le plaisir de me réveiller avec l'odeur du café préparé par quelqu'un d'autre. Helena lui servit une tasse fumante, et ils se retrouvèrent assis face à face à la table de bois brut, partageant ce moment simple mais chargé d'une intimité nouvelle. Dehors, le jour pointait à peine, teintant le ciel de rose et d'or. « Vous allez vraiment retourner voir ma ferme aujourd'hui » demanda Helena. « Il le faut. Je veux examiner cette lettre de plus près et voir l'état des lieux. Peut être que ces hommes ont laissé des indices sur leurs véritables intentions. Et s'ils reviennent pendant que vous y êtes ?» Thomas but une gorgée de café, savourant sa richesse. « Alors, nous aurons une conversation, eux et moi. » Helena frissonna légèrement. Elle avait vu la détermination froide dans les yeux de Thomas la veille, et bien qu'elle lui fasse confiance,
Elle redoutait ce qui pourrait arriver s'il affrontait ces hommes armés. « Thomas, dit-elle en posant sa main sur la sienne, promettez-moi d'être prudent. Miguel et moi, nous avons déjà perdu quelqu'un d'important. Je ne pourrais pas supporter. » Elle ne termina pas sa phrase, mais Thomas comprit. Il retourna sa main pour envelopper celle d'Elena, sentant la douceur de sa peau malgré les callosités du travail. « Je vous promets de revenir, dit-il simplement. Vous avez ma parole. » Leurs regards se croisèrent et restèrent accrochés un moment de trop, chargés d'émotions qu'aucun des deux n'osait encore nommer. Ce fut Miguel qui brisa ce moment en dévalant l'escalier, les cheveux ébouriffés et les yeux encore pleins de sommeil. « Maman, Monsieur Thomas, est-ce que je peux aller voir les chevaux ?» Après le petit déjeuner, dit Elena en se levant pour préparer les galettes de maïs. « Et d'abord, tu dis bonjour comme un jeune homme bien élevé. » Miguel se redressa et fit une petite révérence maladroite qui fit sourire Thomas. « Bonjour, Monsieur Thomas. Est-ce que vous allez m'apprendre à monter à cheval aujourd'hui ? Si ta maman est d'accord, nous commencerons par t'apprendre à les panser et à les nourrir. Il faut d'abord comprendre les chevaux avant de les monter. » Elena observait cette interaction avec un mélange de joie et d'appréhension. Miguel n'avait jamais eu de figure paternelle stable dans sa vie, et elle voyait déjà à quel point il s'attachait à Thomas. Si cet arrangement temporaire devait se terminer brutalement, son fils en souffrirait énormément. Après le petit déjeuner, Thomas prépara à ranger pour se rendre à l'ancienne ferme d'Elena. Avant de partir, il sortit de sa chambre un objet qu'Elena n'avait jamais vu. Un ceinturon de cuir usé auquel pendait un revolver à la crosse polie par des années d'usage. « Vous gardez toujours une arme ?» demanda-t-elle. « Les vieilles habitudes ont la vie dure, » répondit Thomas en vérifiant le barillet. « Et, parfois, elles sauvent des vies. Papa avait un fusil, » dit Miguel qui observait la scène avec fascination. « Mais maman l'a vendu après. » Il s'interrompit, comprenant instinctivement qu'il venait de dire quelque chose de trop personnel. Elena rougit légèrement. « J'ai eu besoin d'argent pour payer les médicaments quand Miguel est tombé malade l'hiver dernier, » expliqua-t-elle. Le fusil était ce que j'avais de plus précieux à vendre. Thomas hocha la tête avec compréhension. « Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Un enfant vaut plus que n'importe quelle arme. Mais maintenant, nous n'avons rien pour nous défendre. Maintenant, vous m'avez... » dit Thomas en attachant son ceinturon. « Et je vous assure que c'est suffisant. » Il sella rangère et se hissa en selle avec l'aisance d'un homme habitué à monter. « Je serai de retour avant le coucher du soleil. »« Miguel, tu t'occupes bien de ta maman et des chevaux ?»« Oui, monsieur Thomas. » Thomas s'éloigna au galop, laissant derrière lui Elena et Miguel qui l'observaient jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière une colline. Pour Elena, cette séparation même temporaire était difficile. En l'espace de 2 jours, elle s'était habituée à la présence rassurante de cet homme, et son absence créait un vide qu'elle n'avait pas anticipé. « Maman, » dit Miguel en tirant sur sa robe, « est-ce que monsieur Thomas va rester avec nous ?»« Je ne sais pas, mon chéri. C'est compliqué. »« Moi, j'aimerais bien qu'il reste. Il est gentil et il sent bon le cheval et le cuir. » Elena sourit malgré son inquiétude. La logique enfantine de Miguel était parfois d'une simplicité désarmante. Ils passèrent la matinée à s'occuper des chevaux sous la supervision d'Elena. Miguel apprit à brosser Luna sous ses instructions, et elle dut admettre que Thomas avait raison. L'enfant avait un don naturel avec les animaux. Luna, habituellement méfiante avec les étrangers, se laissait caresser par Miguel comme si elle l'avait toujours connu. « Regarde, maman, elle m'aime, je vois ça à mon cœur. Tu as la main. » Elena observait son fils avec tendresse, mais aussi avec une pointe de tristesse. Miguel grandissait, et elle réalisait qu'il avait besoin d'un modèle masculin dans sa vie. Thomas, en quelques heures seulement, avait réussi à gagner l'affection et le respect de l'enfant d'une façon qui semblait si naturelle. Pendant ce temps, Thomas arrivait à l'ancienne ferme d'Elena. L'endroit était désert, mais il remarqua immédiatement les signes du passage des hommes de Stone, des traces de sabots fraîches, des mégots de cigarettes près de la véranda, et surtout, la porte de la maison qui pendait sur ses gonds, visiblement forcée. Il attacha Rongeur à un piquet et entra dans la maison, la main posée sur la crosse de son revolver. L'intérieur avait été saccagé. Les maigres meubles étaient renversés. Les quelques objets de valeur avaient disparu, et des papiers étaient éparpillés sur le sol. Thomas ramassa les documents et les examina attentivement. Il trouva l'acte de propriété de la ferme, quelques factures, et surtout, dans une boîte cachée sous une latte de plancher soulevée, une liasse de lettres attachées par un ruban rouge.
Les lettres étaient adressées à Carlos Rodriguez, et en les parcourant, Thomas découvrit une vérité qui allait bouleverser Elena. Carlos avait effectivement des dettes, mais pas celles que réclamait Stone. Il devait de l'argent à un ami qui lui avait prêté pour acheter des semences. Une dette honorable et documentée. Les lettres révélaient aussi autre chose. Carlos parlait de menaces qu'il avait reçues de la part d'hommes qui voulaient sa terre, et il exprimait ses craintes pour la sécurité de sa famille. La dernière lettre, datée de quelques jours avant sa mort, était particulièrement troublante. Carlos y écrivait à son ami qu'il avait découvert quelque chose d'important sur sa propriété, quelque chose qui pourrait expliquer l'intérêt soudain de certaines personnes pour sa terre. Il parlait de traces étranges près du ruisseau, de roches qui ne ressemblaient pas aux autres. Thomas sortit de la maison et se dirigea vers le ruisseau mentionné dans la lettre. Il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre ce que Carlos avait découvert. Dans le lit asséché du cours d'eau, des veines de quartz brillaient sous le soleil, et Thomas, qui avait assez bourlingué pour reconnaître les signes, réalisa qu'il regardait probablement un gisement d'or. Tout s'éclairait soudain. La mort accidentelle de Carlos, l'apparition de créanciers douteux, la précipitation à faire partir Elena de sa terre. Quelqu'un savait pour l'or et voulait s'emparer de la propriété à vil prix. Il ramassa quelques échantillons de roches et remonta vers la maison. C'est là qu'il entendit le bruit de sabots qui approchaient. 3 cavaliers se dirigeaient vers la ferme, et Thomas reconnut immédiatement la silhouette mince de l'homme à la cicatrice qu'Elena avait décrite. Il se glissa derrière l'étable et observa les nouveaux arrivants. Stone, car c'était bien, lui descendit de cheval et examina la maison saccagée avec satisfaction. « Parfait, dit-il à ses hommes. Elle est partie, comme prévu. Maintenant, nous pouvons commencer les travaux près du ruisseau sans être dérangés. Et si elle revient, demanda l'un de ses acolytes. Elle ne reviendra pas. Et si elle essaye, nous nous en occuperons comme nous nous sommes occupés de son mari. Thomas sentit son sang se glacer. Ces hommes venaient de confirmer ses soupçons. Ils avaient assassiné Carlos pour s'emparer de sa terre aurifère. Il attendit qu'ils repartent vers le ruisseau pour examiner ce qu'ils appelaient les travaux avant de regagner discrètement l'endroit où il avait laissé rangure. Il avait obtenu les informations qu'il cherchait, et même plus. Maintenant, il devait retourner auprès d'Elena et Miguel avec des nouvelles qui allaient changer leur vie à jamais. Le voyage de retour lui parut interminable. Il avait hâte de retrouver Elena, non seulement pour lui révéler ce qu'il avait découvert, mais aussi parce qu'il réalisait à quel point elle lui manquait déjà. En quelques jours, cette femme et son fils étaient devenus essentiels à son bonheur, et l'idée de les perdre lui était désormais insupportable. Quand il aperçut enfin son ranch au loin, avec la silhouette d'Elena qui l'attendait sur la véranda, Thomas sentit son cœur s'accélérer. Il était parti en pensant protéger une veuve en détresse, mais il revenait en ayant découvert bien plus qu'un trésor caché. Il avait découvert l'amour. Les outils de réparation rouillés qu'il avait vus dans l'étable d'Elena symbolisaient parfaitement leur situation. Tout était à reconstruire, à réparer, à remettre en état, mais avec de la patience, de l'amour et de la détermination. Même les choses les plus abîmées pouvaient retrouver leur beauté et leur utilité. En approchant de sa maison, Thomas sourit en voyant Miguel courir vers lui, suivi d'Elena qui tentait de garder une démarche digne malgré son soulagement évident. Sa nouvelle famille l'attendait, et pour la première fois depuis des années, Thomas Hartwell se sentait vraiment chez lui. « Thomas » cria Miguel en courant vers lui dès qu'il mit pied à terre. « Luna m'a laissé la brosser tout seul, et elle a mangé une carotte dans ma main. » Thomas ébouriffa les cheveux du garçon avec affection, mais son regard cherchait immédiatement celui d'Elena. Elle se tenait sur la véranda, et il lut dans ses yeux un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Comment s'est passée votre journée » demanda Théa en s'approchant. « Il faut que nous parlions, » dit Thomas à voix basse. Mais pas devant Miguel. Elena sentit son estomac se nouer. Le ton grave de Thomas et son expression sérieuse lui disaient que les nouvelles n'étaient pas bonnes. « Miguel, dit-elle, va donner de l'eau fraîche aux chevaux. Thomas et moi devons discuter. » L'enfant obéit sans rechigner, ravi d'avoir une mission importante. Une fois qu'il fut hors de portée de voix, Thomas prit Elena par le bras et la guida vers la véranda. « Asseyez-vous, » dit-il doucement. « Ce que j'ai à vous dire va être difficile à entendre. » Elena s'installa sur une chaise, les mains crispées sur sa robe. « Dites-moi tout. » Thomas s'assit face à elle et sortit de sa poche la photographie de mariage qu'il avait trouvée dans les affaires éparpillées.
Elena poussa un petit cri en reconnaissant l'image d'elle et Carlos le jour de leurs noces, souriant et plein d'espoir. « Ils ont saccagé votre maison, dit Thomas. Mais j'ai trouvé ceci et d'autres choses importantes. » Il lui tendit la photographie avec précaution. Elena la prit d'une main tremblante, caressant du doigt le visage de Carlos. « Il était si beau ce jour-là, murmura-t-elle, si plein de projets pour notre avenir. »« Elena, dit Thomas en posant sa main sur la sienne. J'ai trouvé les lettres de Carlos, celles qu'il écrivait à son ami Pedro Morales. » Elena leva les yeux vers lui, surprise. « Pedro, il vit à Santa Fe. » Carlos lui écrivait parfois, mais je ne savais pas qu'il gardait les lettres. Dans ces lettres, Carlos parle de menaces qu'il avait reçues. Des hommes voulaient qu'il vende sa terre, et il devenait de plus en plus pressant. « Des menaces ?» Elena secoua la tête. « Il ne m'en a jamais parlé. »« Pourquoi ne m'a-t-il rien dit ?»« Probablement pour vous protéger, vous et Miguel, mais il y a autre chose, Elena. Quelque chose de plus important encore. » Thomas se leva et fit quelques pas, cherchant ses mots. Comment annoncer à une femme que son mari avait été assassiné? Carlos avait découvert quelque chose sur votre propriété. Quelque chose qui explique pourquoi ces hommes voulaient tant votre terre. Quoi donc? De l'or, Elena. Il y a de l'or dans le lit de votre ruisseau. Elena le regarda avec incrédulité. De l'or? Vous plaisantez? Thomas sortit de sa poche les échantillons de quartz qu'il avait ramassés et les posa sur la table devant elle. Je ne plaisante jamais avec des choses aussi sérieuses. Elena examina les pierres, touchant du doigt les veines dorées qui brillaient dans la lumière de l'après-midi. Mon Dieu! Carlos le savait? D'après ses lettres, il venait de le découvrir. Et je crois que c'est pour cela qu'il est mort. Qu'est-ce que vous voulez dire? Thomas s'agenouilla devant elle et prit ses mains dans les siennes. Elena, l'accident de Carlos n'était pas un accident. Ces hommes l'ont tué pour s'emparer de votre terre. Elena devint livide. La photographie de mariage tomba de ses mains et atterrit sur le plancher de la véranda. Non, non, vous vous trompez. Carlos est mort quand sa charrette s'est renversée près du ravin. On m'a dit qu'une roue s'était brisée. J'ai entendu Stone et ses hommes parler aujourd'hui. Ils ont avoué s'être occupés de votre mari comme ils s'occuperont de vous si vous essayez de revenir. Elena porta ses mains à sa bouche, les yeux remplis de larmes. « Oh mon Dieu, mon pauvre Carlos, il est mort à cause de cette maudite terre ?» Thomas la prit dans ses bras, sentant son corps trembler de chagrin et de colère. « Je suis désolé, Elena. Je sais combien c'est douloureux. »« Pourquoi ?» sanglota-t-elle contre son épaule. « Pourquoi des hommes peuvent-ils tuer pour de l'argent ?» Carlos était bon. Il ne faisait de mal à personne. « Certains hommes n'ont pas d'âme, » dit Thomas en la berçant doucement. « Mais je vous promets qu'ils paieront pour ce qu'ils ont fait. » Elena se redressa et le regarda à travers ses larmes. « Comment? Nous ne sommes que 2 contre 3 hommes armés, et nous n'avons aucune preuve de ce que vous avancez. »« Nous avons les lettres de Carlos, et maintenant que je sais ce qu'il cherche, je peux tendre un piège. C'est trop dangereux, Thomas. Je ne veux pas vous perdre aussi. » Ces mots touchèrent Thomas au cœur. Elena venait d'avouer, sans s'en rendre compte, qu'il était devenu important pour elle. « Vous ne me perdrez pas, » dit-il en caressant doucement sa joue. « Mais je ne peux pas laisser ces assassins s'en tirer impunément. Et cette terre vous appartient, Elena. Cet or pourrait vous assurer un avenir sans souci, à vous et à Miguel. »« Je me moque de l'or, » s'exclama Elena. « Tout ce que je veux, c'est que mon fils grandisse en sécurité. Et maintenant, je veux que vous restiez en vie. » Thomas sentit son cœur s'emballer. Il y avait tant d'émotion dans la voix d'Elena, tant de sincérité dans ses yeux. « Elena, » dit-il doucement, « qu'est-ce que vous êtes en train de me dire ?» Elle détourna le regard, soudain consciente de ce qu'elle venait de révéler. « Je ne sais pas. Tout va si vite. Il y a 3 jours, je ne vous connaissais même pas. Et maintenant, j'ai l'impression que vous avez toujours fait partie de ma vie. Miguel vous adore déjà, et moi. » Elle s'interrompit, rougissant. « Et vous ?» insista Thomas en se rapprochant. « Et moi, je ressens des choses que je croyais mortes avec Carlos. » Thomas prit son visage entre ses mains et plongea son regard dans le sien. « Elena, depuis que je vous ai rencontrée, ma vie a repris des couleurs que j'avais oubliées. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je veux le découvrir à vos côtés. Même si c'est dangereux, même si nous devons nous battre contre ces hommes. » « Surtout dans ce cas,
dit Thomas. Une femme comme vous mérite qu'on se batte pour elle. Leurs visages se rapprochèrent lentement, et Helena sentit son cœur battre de plus en plus fort. Depuis la mort de Carlos, aucun homme ne l'avait regardée avec cette intensité, cette tendresse mêlée de désir. « Thomas, » murmura elle, « j'ai peur. » « De quoi ? » ?»« D'oublier Carlos, de le trahir en aimant quelqu'un d'autre. » Thomas comprit la lutte intérieure d'Helena. Il caressa doucement ses cheveux et dit « Aimer quelqu'un d'autre ne trahit pas la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Carlos voudrait votre bonheur, Helena. Il voudrait que Miguel ait un père, et que vous ne restiez pas seul pour le restant de vos jours. Comment pouvez-vous en être si sûr ? Parce que c'est ce que j'aurais voulu pour Sarah si j'avais été le premier à partir ?» Helena le regarda avec surprise. C'était la première fois qu'il mentionnait sa défunte épouse. « Sarah était votre femme ? » ?»« Elle l'était. Elle est morte il y a 10 ans, en couche. » »« Notre enfant aussi. » Thomas marqua une pause, puis continua. « J'ai cru que je ne pourrais plus jamais aimer après ça. Mais vous m'avez prouvé le contraire. »« Oh, Thomas !» Helena posa sa main sur sa joue. « Je suis désolée. » »« Nous avons tous les deux perdu quelqu'un. Mais nous nous sommes trouvés, » dit-il en couvrant sa main de la sienne. « Et peut être que c'est exactement ce dont nous avions besoin. » Miguel réapparut à ce moment-là, interrompant leur moment d'intimité. Mais au lieu de s'écarter précipitamment, Helena et Thomas restèrent proches, unis par cette nouvelle compréhension mutuelle. « Maman ?» dit Miguel en remarquant ses joues rougies par les larmes. « Tu pleures ?»« Ce sont des larmes de soulagement, mon chéri, » dit Helena en l'attirant contre elle. « Thomas et moi avons eu une conversation importante. Est-ce qu'il va rester avec nous ?» Helena regarda Thomas, qui hocha la tête avec un sourire. « Oui, Miguel, Thomas va rester avec nous. » L'enfant poussa un cri de joie qui fit sourire les deux adultes malgré la gravité de la situation. Dans l'innocence de Miguel, dans sa joie pure à l'idée d'avoir enfin un père, Helena et Thomas trouvèrent la force de croire en leur avenir commun. La photographie de mariage gisait toujours sur le plancher de la véranda, témoin silencieux du passé d'Helena. Mais désormais, elle ne la regardait plus avec la même douleur. Carlos resterait toujours dans son cœur, mais il était temps de tourner la page et d'écrire un nouveau chapitre de sa vie. Ce soir-là, après avoir couché Miguel, Helena et Thomas restèrent longtemps sur la véranda à planifier leur stratégie contre Stone et ses hommes. Mais entre les discussions tactiques, leurs mains se frôlaient, leurs regards se cherchaient, et ils découvraient peu à peu cette intimité naissante qui allait les lier pour la vie. L'amour était en train de naître de la tragédie, et malgré les dangers qui les attendaient, ils savaient tous les deux qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux, quelque chose qui valait la peine de se battre. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine étrange mais apaisante. Thomas avait transformé sa grange en atelier, réparant les outils d'Helena et préparant tout ce qui serait nécessaire pour remettre en état sa ferme une fois que la menace de Stone serait écartée. Helena, de son côté, s'occupait de la maison avec une efficacité qui transformait peu à peu l'espace de célibataire de Thomas en véritable foyer familial. C'est un soir, en rangeant les affaires personnelles d'Helena qu'ils avaient sauvées de sa ferme, que Thomas découvrit la vieille guitare de Carlos. L'instrument était abîmé, plusieurs cordes étaient cassées, mais il gardait une belle sonorité malgré les années. Elle appartenait à Carlos, expliqua Helena en voyant Thomas examiner l'instrument. Il jouait pour Miguel le soir, avant de le coucher. Des berceuses que sa grand-mère lui avait apprises. « Vous permettez ?» demanda Thomas en prenant délicatement la guitare. Helena hocha la tête, curieuse de voir si Thomas savait jouer. Il accorda rapidement l'instrument, remplaçant les cordes cassées par d'autres qu'il gardait dans un tiroir. « Vous jouez ?» demanda-t-elle, surprise. « Sarah aimait la musique » répondit Thomas en faisant résonner les premières notes. « J'avais appris pour lui faire plaisir. » Miguel, attiré par les sons mélodieux, descendit de sa chambre en pyjama. « Monsieur Thomas, vous savez jouer comme papa. » Thomas sourit à l'enfant et se mit à jouer une mélodie douce et nostalgique. Sa voix grave s'éleva dans la pièce, chantant une vieille ballade que sa propre mère lui fredonnait autrefois. Helena sentit les larmes lui monter aux yeux, non pas de tristesse, mais d'émotion pure. Il y avait quelque chose de profondément touchant à voir cet homme fort et silencieux révéler cette facette sensible de sa personnalité. « C'est beau !» murmura Miguel en s'asseyant près de Thomas. « Vous connaissez les chansons que papa chantait ? Peut-être. Si tu me les fredonnais, je pourrais essayer de les retrouver. »
Miguel commença à chantonner une mélodie espagnole, et Thomas, après quelques essais, réussit à l'accompagner. Elena regardait cette scène avec un mélange d'émerveillement et de mélancolie. Son fils retrouvait la musique qui lui manquait tant depuis la mort de son père, et Thomas comblait naturellement ce vide sans jamais chercher à remplacer Carlos, mais plutôt à honorer sa mémoire. « Maman !» dit Miguel en se tournant vers elle, « viens chanter avec nous. » Elena hésita un moment, puis s'approcha. Elle avait une jolie voix qu'elle n'avait plus utilisée depuis des mois. Encouragée par le regard bienveillant de Thomas, elle se joignit à eux pour une berceuse que Carlos chantait souvent. La musique emplissait la maison d'une chaleur nouvelle, créant entre eux trois une intimité familiale qui semblait si naturelle qu'Elena en oubliait presque qu'ils ne se connaissaient que depuis une semaine. « Il est temps d'aller au lit, jeune homme, » dit-elle quand la dernière note s'éteignit. « Encore une chanson » supplia Miguel. « S'il vous plaît !»« Une dernière » concéda Thomas. « Mais après, tu… » Monte sans discuter. Il entama une mélodie plus douce encore, une berceuse que Sarah chantait parfois. Elena écoutait, fascinée par la façon dont Thomas partageait ses souvenirs sans amertume, comme s'il offrait à Miguel et à elle les plus beaux moments de son passé. Quand Miguel fut enfin couché, Elena et Thomas se retrouvèrent seuls sur la véranda. La guitare reposait entre eux, et le silence de la nuit était ponctué par le chant lointain des coyotes. « Merci, » dit Elena doucement. « De quoi ? » D'avoir rendu la musique à Miguel, et de l'avoir fait avec tant de respect pour la mémoire de Carlos. Thomas posa sa main sur celle d'Elena. « Carlos était un homme de bien, Elena. Je ne cherche pas à prendre sa place dans le cœur de Miguel. Je veux juste ajouter ma propre affection à celle qu'il porte à son père. Vous êtes un homme remarquable, Thomas Hartwell, et vous êtes une femme exceptionnelle, Elena Rodriguez. » Ils restèrent un moment en silence, savourant cette proximité nouvelle. Elena sentait grandir en elle des sentiments qu'elle avait cru ne plus jamais éprouver. Thomas, de son côté, découvrait que l'amour pouvait renaître plus fort après la perte, comme si les épreuves passées donnaient plus de prix au bonheur présent. « Thomas, » dit Elena après un long moment, « parlez-moi de votre époque de shérif. Comment avez-vous vécu toute cette violence ?» Thomas soupira et se passa la main dans les cheveux. C'était une autre vie. J'étais plus jeune, plus sûr de moi. Je croyais pouvoir faire régner la justice partout où je passais. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? La mort de Sarah et de notre enfant. J'étais parti pour suivre des hors-la-loi, et, pendant mon absence, il s'interrompit, la voix étranglée par l'émotion. Si j'avais été là, j'aurais pu les sauver, ou au moins j'aurais pu mourir avec elles. Elena serra sa main plus fort. « Thomas, vous ne pouvez pas vous reprocher d'avoir fait votre devoir. » Mon devoir. Thomas eut un rire amer. Mon devoir était d'abord envers ma famille. Après leur mort, j'ai raccroché mon badge et je suis parti. Je ne supportais plus l'idée de porter une arme, même pour une juste cause. Pourtant, vous êtes prêts à vous battre pour nous. C'est différent, dit Thomas en la regardant dans les yeux. Cette fois, je protège ce qui m'est cher. Je ne pars pas au loin chercher une justice abstraite. Je défends mon foyer, ma famille. Votre famille ? Répéta Elena, le cœur battant. Si vous le voulez bien, dit Thomas doucement. Car c'est ce que vous êtes devenu pour moi, Miguel, et vous, ma famille. Elena sentit les larmes lui monter aux yeux. Thomas, vous êtes sûr ? Nous ne nous connaissons que depuis si peu de temps. Le temps ne mesure pas l'amour, Elena. Certaines personnes se côtoient des années sans jamais se comprendre vraiment. D'autres se reconnaissent dès le premier regard. Et nous ? Nous nous sommes reconnus, dit Thomas en se penchant vers elle. Je l'ai su dès l'instant où j'ai croisé votre regard au magasin. Et vous ? Elena rougit légèrement. Moi aussi, avoua-t-elle. Mais j'avais peur de l'admettre. Peur de trahir Carlos. Peur de souffrir à nouveau. Et maintenant ? Maintenant, j'ai encore peur, dit-elle honnêtement. Mais j'ai plus peur encore de passer à côté du bonheur que vous m'offrez. Thomas se rapprocha d'elle sur le banc de la véranda. « Elena, je ne peux pas vous promettre que nous ne souffrirons jamais. Mais je peux vous promettre que nous affronterons tout ensemble et que jamais je ne vous abandonnerai. Même si ces hommes reviennent avec des renforts, même si nous devons partir d'ici, même dans ce cas, le foyer, ce n'est pas un lieu, Elena. C'est les gens qu'on aime. » Elena sentit son cœur se serrer d'émotion. Ces mots étaient exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. « Thomas,
Vous n'êtes pas obligé de dire quelque chose maintenant, l'interrompit-il doucement. Prenez le temps qu'il faut. Je ne suis plus pressé. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression d'avoir tout le temps du monde. Helena sourit à travers ses larmes. Vous savez quoi? Je crois que j'ai assez pris de temps. Thomas Hartwell, je pense que je suis en train de tomber amoureuse de vous. Thomas sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. Vraiment? Vraiment. Et cela me terrifie autant que cela me rend heureuse. Alors nous sommes deux à être terrifiés, dit Thomas en riant. Mais au moins nous le sommes ensemble. Il prit son visage entre ses mains et, lentement, déposa un baiser délicat sur ses lèvres. Helena ferma les yeux, savourant cette tendresse qu'elle avait cru ne plus jamais connaître. Quand ils se séparèrent, elle avait l'impression que le monde entier avait changé. « Je t'aime, Helena », murmura Thomas contre ses lèvres. « Moi aussi, je t'aime », répondit-elle, utilisant son prénom avec cette intimité nouvelle qui les liait désormais. Ils restèrent enlacés sous les étoiles, écoutant le vent dans les arbres et les bruits de la nuit. La guitare de Carlos reposait près d'eux, témoin silencieux de cette soirée où l'amour avait officiellement pris racine dans leur cœur. Demain, ils devraient affronter Stone et ses hommes. Demain, ils risqueraient peu, être leur vie pour défendre leur droit au bonheur. Mais ce soir, ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que l'or caché dans le ruisseau d'Helena. Ils avaient trouvé l'amour véritable. Dans sa chambre, Miguel dormait paisiblement, un sourire aux lèvres. Dans ses rêves d'enfant, il revoyait Thomas jouer de la guitare. Et pour la première fois depuis la mort de son père, il se sentait en sécurité et aimé. Sa mère avait retrouvé le sourire, et le gentil monsieur Thomas était là pour les protéger. L'amour avait transformé cette maison de célibataires en véritable foyer. Et même les épreuves qui les attendaient ne pourraient plus rien y changer. Ils étaient devenus une famille, forgée par l'adversité et cimentée par l'affection sincère. La vieille guitare de Carlos avait servi de catalyseur à cette transformation, prouvant que l'amour du passé pouvait bénir l'amour du présent au lieu de s'y opposer. Dans la mélodie partagée ce soir-là, Thomas, Helena et Miguel avaient trouvé leur harmonie commune, celle qui les accompagnerait dans tous les défis à venir. Le lendemain matin apporta avec lui une surprise inattendue. Thomas et Helena prenaient leur café sur la véranda quand ils virent approcher un cavalier solitaire. L'homme était âgé, monté sur un cheval bai, et il portait quelque chose qui brillait sur sa veste dans la lumière matinale. « Restez ici », dit Thomas en se levant, la main instinctivement posée sur son arme. Mais quand le cavalier fut assez proche, Thomas reconnut le badge de shérif et se détendit légèrement. L'homme qui s'approchait avait la soixantaine, des cheveux gris et des yeux perçants qui témoignaient de longues années d'expérience. « Bonjour », dit l'homme en descendant de cheval. « Je suis le shérif William Mackenzie, de Santa Fe. Je cherche Thomas Hartwell. »« C'est moi », répondit Thomas en s'avançant. « Que puis-je faire pour vous, shérif ?» Mackenzie l'examina attentivement, puis sortit de sa poche une étoile de shérif ternie par les années. « Cette étoile vous appartient, il me semble. » Thomas regarda l'insigne avec surprise et émotion. C'était effectivement le sien, celui qu'il avait remis aux autorités du Texas après la mort de Sarah. Comment l'avez-vous récupéré? Pedro Morales est venu me voir à Santa Fe. Il m'a remis les lettres de Carlos Rodriguez et m'a raconté une histoire troublante sur des hommes qui auraient tué son ami pour s'emparer de sa terre. Helena s'approcha. Intrigué par cette conversation, Mackenzie souleva son chapeau poliment en la voyant. « Vous devez être Madame Rodriguez. Je suis désolé pour la perte de votre mari. »« Merci, shérif. Mais qu'est-ce qui vous amène ici? » Pedro m'a dit que Thomas Hartwell était impliqué dans cette affaire. Quand j'ai vérifié dans mes archives, j'ai découvert qui vous étiez vraiment. Il tendit l'étoile à Thomas. Vous étiez l'un des meilleurs shérifs du territoire, Thomas. Votre réputation vous avait précédé jusqu'à Santa Fe. Thomas prit l'insigne avec des sentiments mélangés. Il n'avait jamais pensé remettre un badge un jour. « C'est du passé, shérif Mackenzie. Je ne suis plus dans ce métier. »« Peut être. » Mais un bonhomme reste un bonhomme, avec ou sans badge. Mackenzie regarda autour de lui, notant la tranquillité du ranch. « Pedro m'a aussi dit que Madame Rodriguez et son fils étaient sous votre protection. »« En effet, » dit Thomas fermement, « et ils le resteront. »« Parfait. Parce que j'ai des nouvelles de Jeremiah Stone et de ses hommes. Ils ne sont pas inconnus de la justice. » Helena sentit son pouls s'accélérer. « Que voulez-vous dire? » « Stone est recherché dans 3 territoires pour extorsion,
vol et meurtre. Il a la spécialité de racheter de fausses dettes et d'éliminer ceux qui ne peuvent pas payer. Vos soupçons sur la mort de votre mari sont probablement fondés, madame. Thomas sentit une colère froide l'envahir. Combien d'hommes a-t-il avec lui? D'après mes informations, ils sont 4 maintenant. Stone a fait venir un 4e homme de Denver, un certain Jake Morrison. Un tueur professionnel. 4 contre 1, murmura Helena, inquiète. 4 contre 2, corrigea Mackenzie en regardant Thomas. Si vous acceptez de reprendre du service temporairement. Thomas examina l'étoile dans sa main. Pendant 10 ans, il avait fui cette responsabilité, hanté par ses échecs passés. Mais maintenant, avec Helena et Miguel à protéger, les choses étaient différentes. « Shérif Mackenzie, dit-il lentement, j'ai raccroché ce badge pour de bonnes raisons. J'ai échoué à protéger ma propre famille. » Thomas, intervint Helena doucement, vous ne pouvez pas vous reprocher ce qui est arrivé à Sarah. Helena a raison, ajouta Mackenzie. J'ai enquêté sur votre passé. Vous avez sauvé plus de vies que la plupart des hommes, et vous avez toujours fait ce qui était juste. Thomas regarda Helena, cherchant dans ses yeux la réponse à ses doutes. Elle posa sa main sur la sienne. « Fais ce que ton cœur te dit, Thomas. Moi, je crois en toi, quoi que tu décides. » Miguel apparut à ce moment-là, attiré par les voix. En voyant l'étoile de shérif, ses yeux s'écarquillèrent d'admiration. « Monsieur Thomas, vous êtes un vrai shérif ?» Thomas regarda cet enfant qui le considérait déjà comme un héros, puis Helena qui lui faisait confiance malgré tout, et enfin Mackenzie qui attendait sa décision. « J'accepte, » dit-il finalement en épinglant l'étoile sur sa chemise. « Mais seulement pour cette affaire. Après, je redeviens un simple rancher. » Mackenzie sourit. « C'est tout ce que je demande. Maintenant, parlons stratégie. » Ils passèrent la matinée à élaborer un plan. Mackenzie avait des mandats d'arrêt officiels contre Stone et ses hommes, ce qui légalisait leur action. L'idée était d'attirer les bandits sur un terrain de leur choix, où ils auraient l'avantage. « Ils vont revenir à la ferme d'Helena, » expliqua Thomas. « Ils veulent commencer l'extraction de l'or. Nous les attendrons là-bas. »« Et moi ?» demanda Helena. « Je ne resterai pas ici à me ronger les sangs en vous attendant. »« Helena, c'est trop dangereux, » protesta Thomas. « Cette terre est à moi, Thomas. Mon mari est mort à cause d'elle. J'ai le droit de me battre pour elle. » Mackenzie observait cet échange avec intérêt. « Madame Rodriguez, savez-vous tirer? » Carlos m'avait appris, avant de vendre le fusil. Je ne suis pas une excellente tireuse, mais je sais me débrouiller. « Alors, vous pourrez nous être utile, » dit le shérif, ignorant les protestations de Thomas. « Nous aurons besoin de tous les avantages possibles. » L'après-midi fut consacré aux préparatifs. Thomas nettoya soigneusement ses armes, vérifiant chaque mécanisme avec le soin méticuleux de l'ancien professionnel qu'il était. Helena, elle, s'entraînait au tir avec le fusil de chasse que Mackenzie avait apporté en surplus. Miguel, confié à la garde du voisin le plus proche, regardait partir sa mère, et Thomas, avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Vous allez revenir, hein ?» demanda-t-il en serrant fort Thomas dans ses bras. « Bien sûr, mon garçon. Je te l'ai promis, tu te souviens ? Et vous allez arrêter les méchants qui ont fait du mal à papa ?» Thomas s'agenouilla pour être à la hauteur de l'enfant. « Oui, Miguel. Nous allons nous assurer qu'il ne puisse plus jamais faire de mal à personne. »« Alors papa pourra reposer en paix ?» Cette question, posée avec la simplicité touchante de l'enfance, émut profondément Thomas. « Oui, ton papa pourra reposer en paix. » Helena embrassa son fils longuement, lui murmurant des mots d'amour et de réconfort. Puis ils partirent tous les 3 vers l'ancienne ferme. Thomas et Mackenzie à cheval, Helena dans une charrette avec les provisions et les munitions. Le trajet se fit dans un silence tendu. Chacun savait que les heures qui suivaient seraient décisives. Thomas repensait à toutes les fois où il avait porté ce badge, aux victoires et aux défaites, aux vies sauvées et à celles qu'il n'avait pas pu protéger. « Thomas, » dit Helena quand ils furent près de sa ferme, « je veux que vous sachiez quelque chose. »« Quoi donc ?»« Quoi qu'il arrive aujourd'hui, ces derniers jours avec vous ont été les plus beaux de ma vie depuis la mort de Carlos. Vous m'avez rendu l'espoir et l'amour. Helena, laissez-moi finir, dit-elle en posant sa main sur la sienne. Si les choses tournent mal, si nous en sortons pas, je veux que vous sachiez que je ne regrette rien. Aimer à nouveau valait tous les risques. Thomas serra sa main très fort. Nous nous en sortirons, Helena. Tous les deux, je vous l'ai promis. Je sais, dit-elle avec un sourire brave.
Mais j'avais besoin de vous le dire. Ils arrivèrent à la ferme au coucher du soleil. L'endroit semblait désert. Mais Thomas remarqua immédiatement les signes récents d'activité près du ruisseau. Stone et ses hommes étaient venus, avaient commencé à creuser, puis étaient repartis, probablement pour chercher de l'équipement plus lourd. « Ils reviendront demain matin », dit Mackenzie en examinant les traces. « C'est parfait. Nous aurons toute la nuit pour nous préparer. » Ils s'installèrent dans la maison, barricadèrent les fenêtres et disposèrent leurs armes de façon stratégique. Helena vérifia une dernière fois le fusil de chasse, s'efforçant de cacher sa nervosité. « Vous avez peur ?» lui demanda Thomas quand ils se retrouvèrent seuls un moment. « Bien sûr que j'ai peur, » répondit-elle honnêtement. « Mais j'ai plus peur encore de laisser ces hommes impunis. Carlos mérite justice, et Miguel mérite de grandir en sécurité. » Thomas la prit dans ses bras, respirant le parfum de ses cheveux. « Après-demain, Helena, nous pourrons commencer notre vraie vie ensemble. Plus de menaces, plus de peur. Juste nous trois, et tout l'avenir devant nous. »« Promettez-le-moi » murmura-t-elle contre son épaule. « Je te le promets, » dit-il en la serrant plus fort. « Sur ma vie, je te le promets. » La nuit tomba sur la ferme abandonnée, et avec elle, l'attente du combat qui déciderait de leur destin. L'étoile de shérif terni brillait faiblement sur la poitrine de Thomas, symbole d'un passé qu'il avait cru enterré, mais qui ressurgissait pour protéger son avenir. Dans quelques heures, Stone et ses hommes arriveraient, avides d'or et de sang. Mais ils trouveraient sur leur chemin un ancien shérif déterminé à protéger sa famille, et une femme courageuse prête à se battre pour la mémoire de son mari et l'avenir de son fils. La justice allait enfin rendre ses comptes, et l'amour aurait sa chance de triompher sur la violence et la cupidité. L'aube se levait à peine quand ils entendirent le galop de plusieurs chevaux s'approcher de la ferme. Thomas, posté près de la fenêtre de la chambre, compta 4 silhouettes dans la brume matinale. Stone et ses hommes arrivaient comme prévu. « Ils sont là !» murmura-t-il à Helena et Mackenzie qui se tenaient près dans la cuisine. Mais au lieu de se diriger vers le ruisseau comme ils l'avaient anticipé, les cavaliers s'arrêtèrent devant la maison. Stone descendit de cheval et s'avança vers la porte d'entrée avec l'assurance d'un homme qui ne s'attend à aucune résistance. « Madame Rodriguez !» cria-t-il. « Je sais que vous êtes là, dedans. Sortez et nous pourrons discuter comme des gens civilisés. » Thomas fronça les sourcils. Quelque chose ne collait pas. Comment Stone savait-il qu'Helena était revenue? « Ne répondez pas, » murmura-t-il. « Allons, Madame Rodriguez, » continua Stone d'une voix doucereuse. « Ne nous obligez pas à venir vous chercher. Nous savons que vous n'êtes pas seul. Votre ami le cow-boy est avec vous, n'est-ce pas? » Le cœur d'Helena se serra. Stone était trop bien informé. Comment pouvait-il savoir pour Thomas? « Et il y a aussi le vieux shérif de Santa Fe, » ajouta Stone avec un rire mauvais. « Mackenzie, sortez de là! Vous n'avez aucune juridiction ici! » Mackenzie et Tom échangèrent un regard inquiet. Leur plan avait été découvert. « Il y a une taupe, » murmura Mackenzie. Quelqu'un leur a dit qu'on venait. Soudain, une voix familière s'éleva à l'extérieur, une voix qui glaça le sang d'Helena. « Helena, ma chérie, c'est ton frère. Sors de là, voyons. » Helena devint livide. « Diego » murmura-t-elle, incrédule. « Vous connaissez cette voix » demanda Thomas. « C'est mon frère, Diego Rodriguez. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ces hommes ?» La réponse vint immédiatement, apportée par Stone lui-même. « Votre frère nous a été très utile, Madame Rodriguez. C'est lui qui nous a dit où vous étiez cachés. Et c'est aussi lui qui nous a révélé un secret très intéressant. » Helena sentit ses jambes se dérober sous elle. Thomas la rattrapa et la soutint. « Quel secret !» cria-t-elle malgré elle. « Celui que votre cher défunt mari n'était pas l'homme que vous croyez. » La voix de Stone était triomphante. « Dites-lui, Diego, dites-lui la vérité sur Carlos. » La voix de Diego s'éleva, lourde de culpabilité mais ferme dans sa détermination. « Helena, Carlos me devait de l'argent, beaucoup d'argent. Il avait des dettes de jeu que tu ignorais. Quand il a découvert l'or sur votre terre, il voulait me rembourser. Mais nous l'en avons empêché, » termina Stone avec un rire cruel. « Votre mari, Madame Rodriguez, était un joueur compulsif qui avait mis votre ferme en garantie dans une partie de poker. Il nous devait plus de 300 $. Helena s'effondra sur une chaise, sous le choc. Thomas sentit la colère monter en lui comme une marée noire. « C'est faux !»
cria Elena. Carlos n'était pas joueur. Diego, dis-leur que c'est faux. Le silence de son frère fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Puis sa voix brisa, pleine de remords. Elena, je suis désolé. Carlos venait jouer chez moi, à Santa Fe. Au début, c'était juste pour s'amuser. Mais ensuite, il ne pouvait plus s'arrêter. Il pensait qu'en gagnant gros, il pourrait tout rembourser et que tu n'en saurais jamais rien. Elena porta ses mains à son visage, les épaules secouées de sanglots. Tout ce en quoi elle avait cru s'écroulait. L'homme qu'elle avait aimé, pleuré, dont elle avait honoré la mémoire, n'était qu'un menteur et un joueur. Et la plus belle partie de l'histoire, continua Stone, savourant sa cruauté, c'est que votre frère nous a vendu les droits sur cette dette. Légalement, cette terre nous appartient déjà. Thomas ne put se contenir plus longtemps. Il ouvrit brutalement la porte et sortit, son revolver à la main. « Stone !» rugit-il. « Vous allez payer pour ce que vous avez fait. » Il découvrit alors le cinquième homme, Diego Rodriguez. Un homme d'une quarantaine d'années qui ressemblait vaguement à Elena, se tenait à côté de Stone, visiblement mal à l'aise mais déterminé. « Thomas Hartwell », dit Stone, avec un sourire mauvais. L'ancien shérif qui a perdu sa famille parce qu'il courait après la gloire au lieu de rester chez lui. Ces mots frappèrent Thomas comme une gifle. Toutes ses blessures anciennes se rouvrirent d'un coup. « Vous ne savez rien de ma vie ?» gronda-t-il. « Oh, mais si, Diego nous a tout raconté. » Elena lui a parlé de vous, de votre héroïsme supposé. Mais nous savons la vérité. Vous êtes un homme qui a échoué à protéger ceux qu'il aimait. Et vous allez échouer encore. Mackenzie apparut à son tour, son arme levée. Mais Stone ne sembla pas inquiet. « Shérif Mackenzie, dit-il calmement, je vous suggère de baisser votre arme. Voyez-vous, nous avons un otage. » Il fit un signe de la main, et l'un de ses hommes apparut, tenant Miguel par les épaules. L'enfant était terrifié, mais indemne. « Miguel !» cria Elena en sortant à son tour de la maison. « Maman !» pleura l'enfant en tentant de se libérer. Thomas sentit son monde s'écrouler. « Comment avez-vous » ? Le voisin chez qui vous l'aviez confié était un vieil ami de Diego, expliqua Stone. Il suffit parfois de demander poliment. Elena regardait son frère avec une expression de dégoût total. « Diego, comment tu pu trahir ta propre famille ?» Diego baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « J'avais besoin d'argent, Elena. Ma propre ferme est hypothéquée. Ma femme est malade. » Quand Stone m'a proposé une part de l'or en échange de quelques informations. « Tu as vendu ton neveu ?»« Tu as vendu la mémoire de Carlos !»« Carlos s'était vendu lui-même bien avant moi, » explosa Diego. « Tu vivais dans un mensonge, Elena. Cet homme que tu idolâtres était un menteur et un tricheur. »« Assez, » rugit Thomas. « Lâchez l'enfant. Votre querelle est avec moi. » Stone éclata de rire. « Au contraire, Hartwell, notre querelle est avec tous ceux qui se dressent entre nous et cette terre. Maintenant, voici ce qui va se passer. Vous allez tous jeter vos armes et nous allons avoir une petite conversation. » Mackenzie et Thomas échangèrent un regard. Avec Miguel en otage, ils n'avaient plus le choix. « D'accord, » dit Mackenzie en posant son arme au sol. « Mais si vous touchez à un cheveu de cet enfant... »« Oh, il ne lui arrivera rien, » dit Stone. « Du moment que vous coopérez, Thomas posa lui aussi son revolver, mais Elena surprit tout le monde en gardant le sien pointé vers Stone. « Elena, » dit Thomas doucement, « posez cette arme. »« Non, » dit-elle d'une voix ferme, les larmes coulant sur ses joues. « Assez de mensonges, assez de trahisons. Mon fils ne sera pas l'otage de ces monstres. Madame Rodriguez, » dit Stone d'un ton dangereusement calme, « vous ne voudriez tout de même pas risquer la vie de votre enfant? Vous l'avez déjà fait en l'enlevant, » répondit Elena. « Et vous avez tué mon mari. » Un mari qui, malgré tous ses défauts, ne méritait pas de mourir. Elle se tourna vers Diego, le visage dur comme la pierre. « Et toi, mon propre frère, tu as sali sa mémoire pour de l'argent. Tu m'écœures. »« Elena, s'il te plaît, » supplia Diego. « Non, plus jamais tu ne m'appelleras par mon nom. Tu n'es plus mon frère. » Thomas observait Elena avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Il voyait la transformation qui s'opérait en elle. La veuve fragile disparaissait pour laisser place à une femme déterminée, prête à tout pour protéger son fils. « Que voulez-vous exactement, Stone ?» demanda-t-elle. « C'est simple.
Vous signez un acte de renonciation à cette propriété, et nous vous laissons partir, vous et l'enfant. Hartwell et Mackenzie resteront ici pour s'assurer que vous ne changerez pas d'avis. En d'autres termes, vous voulez que je vous abandonne Thomas et le shérif pour que vous puissiez les tuer tranquillement. Vous êtes une femme intelligente, sourit Stone. Helena regarda Thomas, puis Miguel, puis à nouveau Thomas. Dans ses yeux, il lut une détermination qu'il n'y avait jamais vue. « J'ai une contre-proposition, » dit-elle calmement. « Je vous écoute. » Helena leva son arme plus haut, la pointant directement vers le cœur de Stone. « Libérez mon fils immédiatement, ou je vous abats comme le chien que vous êtes. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Stone n'avait manifestement pas prévu cette réaction. « Vous ne tirez pas, » dit-il finalement. « Vous risqueriez la vie de votre enfant. »« Détrompez-vous, » dit Helena d'une voix glaciale. « J'ai déjà perdu un mari à cause de vous. Je ne laisserai pas mon fils grandir dans un monde où des hommes comme vous peuvent tuer impunément. » Et dans ses yeux, Thomas vit quelque chose qui le glaça et l'émut à la fois. Helena était prête à tout risquer pour que justice soit rendue. La femme fragile qu'il avait voulu protéger était devenue une lionne prête à défendre sa progéniture. « Helena » murmura-t-il, comprenant qu'elle était sur le point de déclencher une bataille dont l'issue était incertaine. « Fais-moi confiance, Thomas, » dit-elle sans quitter Stone des yeux. « Pour une fois dans ma vie, fais-moi confiance. » La lettre du frère de Carlos, cette révélation qui bouleversait tout ce qu'Helena croyait savoir sur son mariage, avait paradoxalement libéré en elle une force nouvelle. Elle n'avait plus rien à perdre, plus d'illusions à protéger. Seule comptait désormais la vérité et la justice pour son fils. Le moment de vérité était arrivé, et Helena Rodriguez, la veuve brisée, s'apprêtait à devenir Helena la justicière. La tension était à son comble. Helena tenait toujours Stone en joue, son doigt sur la détente, tandis que l'homme qui retenait Miguel semblait de plus en plus nerveux. Thomas calculait mentalement ses chances de récupérer son arme avant qu'il ne soit trop tard. Madame Rodriguez dit finalement Stone d'une voix moins assurée, « Vous faites une terrible erreur. Si vous tirez, mes hommes tueront votre fils immédiatement. »« Et si je ne tire pas, vous nous tuerez tous de toute façon ?» répondit Helena avec un calme qui impressionna Thomas. « Au moins, en vous abattant, j'aurai la satisfaction de vous emmener en enfer avec moi. » Stone commença à transpirer. Il n'avait pas prévu d'affronter une mère désespérée prête à tout pour sauver son enfant. « Réfléchissez, » dit-il en tentant de garder un ton raisonnable. « L'argent peut tout résoudre. Nous pouvons partager l'or. Vous auriez de quoi élever votre fils dans le luxe. »« L'argent sale ne m'intéresse pas, » cracha Helena. « Et vous ne toucherez jamais à cette terre. » C'est alors que Miguel, profitant de la distraction de son gardien, mordit violemment la main qui le retenait. L'homme poussa un cri de douleur et relâcha sa prise. L'enfant courut vers sa mère sans hésiter. « Miguel !» cria Helena, partageant son attention entre son fils et Stone. Cette seconde d'inattention fut suffisante. Stone plongea vers son arme tombée au sol. Thomas bondit simultanément vers la sienne. Mackenzie, malgré son âge, fut le plus rapide et ramassa son revolver en roulant derrière le puits. Le premier coup de feu claqua dans l'air matinal. Stone avait tiré vers Helena, mais Miguel, dans sa course, l'avait fait dévier son tir. La balle siffla au-dessus de la tête d'Helena. « Couchez-vous » hurla Thomas en attrapant son arme. Helena poussa Miguel derrière le muret de pierre qui bordait le puits et riposta. Sa balle toucha Stone à l'épaule, le faisant pivoter. « Salope !» rugit-il en cherchant un abri. Mackenzie avait pris position derrière le puits et échangeait des coups de feu avec deux des hommes de Stone. Thomas, lui, se concentrait sur le quatrième bandit, Jake Morrison, le tueur professionnel de Denver. Morrison était différent des autres. Il ne criait pas, ne jurait pas. Il se déplaçait avec la précision froide d'un homme habitué à tuer. Ses balles sifflaient dangereusement près de Thomas, qui dut se jeter derrière l'abreuvoir des chevaux. « Helena !» cria Thomas. « Et mène Miguel dans la maison. »« Non, » répondit-elle en rechargeant son fusil. « Nous restons ensemble. »« Maman, » dit Miguel d'une petite voix, « j'ai peur. » Helena serra son fils contre elle, une main sur son arme. « Moi aussi, mon chéri. Mais Thomas et le shérif vont nous protéger. »« Et oncle Diego ?» Helena regarda son frère qui s'était réfugié derrière la charrette, visiblement dépassé par les événements.
Il n'était pas armé et semblait regretter amèrement sa décision de s'allier avec Stone. « Oncle Diego a fait des mauvais choix, » dit-elle tristement. « Parfois, les gens qu'on aime nous déçoivent. » Un nouveau coup de feu claqua et Mackenzie poussa un grognement de douleur. Il avait été touché au bras, mais continuait à tirer. « Shérif !» appela Thomas. « Ça va? Ce n'est qu'une égratignure, » répondit le vieil homme. « Mais ces salauds sont bien placés. » Thomas évalua rapidement la situation. Ils étaient dans une impasse. Stone et ses hommes étaient retranchés derrière divers obstacles, et la bataille risquait de durer longtemps, trop longtemps, pour Elena et Miguel. C'est alors qu'il eut une idée. Il rampa vers Elena et Miguel. « Elena, » murmura-t-il, « vous vous souvenez du fusil de chasse de Carlos? Celui que vous avez vendu? »« Oui, pourquoi? »« Où l'avez-vous vendu? »« À Harvey Morrison, au magasin général. »« Mais pourquoi? » Thomas sourit grimement. Il sortit de sa poche l'outil qu'il utilisait pour nettoyer ses armes, un petit objet métallique qu'il avait pris dans l'étable d'Elena. Ce fusil, Elena, c'était l'arme de Carlos, l'arme avec laquelle il aurait dû se défendre contre ces hommes. Elena ne comprenait pas où il voulait en venir, mais elle voyait la détermination dans ses yeux. « Thomas, que voulez-vous faire? »« Je vais chercher ce fusil, » dit-il simplement. « Morrison le garde dans sa réserve. Je le connais, il n'a jamais rien vendu de ce qui appartenait à Carlos par respect pour sa mémoire. »« C'est de la folie! Vous ne pouvez pas traverser la cour sous les balles. »« Si, je peux, et je vais le faire. » Thomas regarda Elena dans les yeux. « Ce fusil représente quelque chose d'important. Carlos n'a pas pu s'en servir pour vous protéger, mais moi, je vais l'utiliser pour terminer ce qu'il a commencé. » Elena sentit les larmes lui monter aux yeux. Malgré tout ce qu'elle venait d'apprendre sur Carlos, Thomas continuait à honorer sa mémoire. « Et s'il vous tue, alors Mackenzie prendra le relais. » Mais ça n'arrivera pas. Thomas se pencha et embrassa Elena tendrement. « Je t'aime, et je vais revenir. »« Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. « Fais attention. » Thomas se tourna vers Miguel. « Miguel, tu protèges ta maman, d'accord? Tu es l'homme de la famille maintenant. » L'enfant hocha la tête gravement, comprenant l'importance du moment. Thomas prit une profonde inspiration et bondit de derrière le muret. Il courut en zigzag vers la maison, esquivant les balles qui sifflaient autour de lui. Stone et ses hommes concentrèrent leurs tirs sur lui, ce qui permit à Mackenzie de changer de position et de se rapprocher. Thomas atteignit la maison et se glissa à l'intérieur. Il connaissait cette demeure maintenant, chaque recoin, chaque cachette. Il se dirigea vers la remise attenante où Carlos rangeait ses outils et ses possessions personnelles. Le fusil de chasse était là, exactement où Elena lui avait dit qu'il serait. Thomas le prit avec respect, vérifiant son mécanisme. L'arme était en parfait état, bien huilée et entretenue. Morrison avait pris soin de l'héritage de Carlos. En chargeant le fusil, Thomas pensa au mari d'Elena. Malgré ses défauts, malgré ses mensonges, Carlos avait aimé sa famille. Il avait commis des erreurs, peu, être même de graves erreurs, mais il ne méritait pas de mourir. « Carlos, » murmura Thomas, « si tu m'entends, aide-moi à protéger ta femme et ton fils. » Il retourna à la fenêtre qui donnait sur la cour. La bataille faisait toujours rage. Mackenzie, malgré sa blessure, tenait bon. Elena et Miguel restaient cachés derrière le muret, mais leur position devenait précaire. Thomas visa soigneusement et tira. Le coup de fusil retentit comme un tonnerre, et l'un des hommes de Stone s'effondra. La détonation avait été si forte que tout le monde s'immobilisa un instant. « Stone !» cria Thomas depuis la fenêtre. « C'est fini! Rendez-vous! »« Jamais !» hurla Stone en réponse. « Morrison, occupez-vous de lui !» Jake Morrison se détacha de sa position et se dirigea vers la maison avec la précision d'un prédateur. Thomas savait qu'il allait devoir affronter le tueur professionnel en combat singulier. Il rechargea le fusil de Carlos et se prépara. Dans quelques minutes, tout serait joué. Soit il sortirait vainqueur de ce duel, soit Elena et Miguel seraient livrés à la merci de Stone. « Elena !» cria-t-il. « Quoi qu'il arrive, ne sortez pas de votre abri. »« Thomas !» répondit-elle. « Revenez-nous. »« Je reviens, je vous le promets. » Morrison avait atteint la porte de la maison. Tom entendait ses pas prudents sur le plancher de bois. Le tueur professionnel se rapprochait, et Thomas savait qu'il n'aurait droit qu'à une seule chance. Il pensa à Elena, à Miguel,
à la vie qu'ils pourraient avoir ensemble si seulement ils survivaient aux prochaines minutes. Il pensa à Sarah aussi, et à l'enfant qu'il n'avait jamais eu. Être que cette fois, il pourrait sauver ceux qu'il aimait. Le fusil de chasse de Carlos dans les mains, Thomas Hartwell se prépara au combat le plus important de sa vie. Un combat pour l'amour, pour la justice et pour le droit de choisir son propre destin. Dehors, Helena serrait Miguel contre elle, en priant tous les saints qu'elle connaissait. Stone et ses hommes restants se rapprochaient dangereusement de leur position, mais elle gardait espoir. Thomas était là-haut, et elle avait foi en lui. « Maman, » chuchota Miguel, « est-ce que papa nous regarde d'en haut? »« Oui, mon chéri, » répondit Helena en caressant ses cheveux. « Et il est fier de nous. Alors il va aider Thomas ?» Helena regarda vers la fenêtre de la maison où elle savait que Thomas se battait pour leur avenir. « Oui, Miguel, papa va aider Thomas. »« J'en suis sûr. » Le silence qui suivit fut plus angoissant que tous les coups de feu. Dans cette attente insoutenable, Helena comprit que les prochaines secondes décideraient de tout, de leur survie, de leur amour et de leur chance de bonheur. Le fusil de Carlos allait parler une dernière fois, et avec lui l'esprit de tous ceux qui croyaient encore à la justice. Le silence dans la maison était oppressant. Thomas entendait les pas feutrés de Morrison qui montait l'escalier de bois avec une lenteur calculée. Chaque craquement du plancher résonnait comme un battement de cœur dans l'air tendu. Thomas se plaça près de la porte de la chambre, le fusil de Carlos serré dans ses mains. Il connaissait cette sensation, cette montée d'adrénaline qui précédait l'affrontement décisif. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il ne se battait pas pour la loi ou la justice abstraite. Il se battait pour Helena et Miguel. « Hartwell !» appela Morrison depuis le couloir. « Je sais que vous êtes là. Oh, inutile de vous cacher. » Thomas ne répondit pas. Il ferma les yeux un instant, se concentrant sur les bruits. Morrison était à 3. Maître peut être 4. Il se déplaçait vers la droite, longeant le mur. « Vous savez, » continua Morrison d'une voix étrangement calme, « j'ai entendu parler de vous au Texas. On disait que vous étiez rapide, très rapide. » Thomas serra les dents. Morrison essayait de le déstabiliser en parlant technique classique des tueurs professionnels. « Mais moi aussi, je suis rapide, » poursuivit Morrison. « Et contrairement à vous, je n'ai jamais échoué à protéger quelqu'un. » Cette fois, la flèche avait touché sa cible. Thomas sentit la colère monter en lui, mais il la contint. La colère rendait imprudent, et il ne pouvait pas se permettre l'imprudence. Dehors, la bataille continuait. Il entendait les coups de feu de Mackenzie et les cris de Stone qui pressaient ses hommes d'en finir. Helena et Miguel étaient toujours en danger. Morrison était maintenant devant la porte. Thomas voyait son ombre bouger sous le chambranle. Dans quelques secondes, l'homme allait entrer, et tout se jouerait en une fraction de seconde. Thomas pensa à la lanterne brisée qu'il avait vue plus tôt dans la cuisine. C'était Helena qui l'avait cassée accidentellement en préparant leur embuscade. Cette lanterne était devenue le symbole de leur plan qui avait mal tourné, mais aussi de leur détermination à ne pas abandonner malgré l'adversité. La poignée de la porte tourna lentement. Thomas retint sa respiration. La porte s'ouvrit d'un coup, et Morrison bondit dans la pièce, son revolver levé. Mais Thomas avait anticipé ce mouvement. Il était accroupi près de la fenêtre, et non debout au centre de la pièce comme Morrison l'avait prévu. Le fusil de Carlos rougit. Morrison fut projeté en arrière par l'impact de la chevrotine, son arme voltigeant à travers la pièce. Il s'effondra contre le mur, les yeux écarquillés de surprise. « Impossible !» murmura-t-il en regardant Thomas. « On m'avait dit que vous aviez perdu votre talent. »« On vous a mal renseigné, » répondit Thomas, en s'approchant prudemment. Morrison toussa, crachant du sang. « Stone ne vous laissera jamais en paix. Il y a trop d'argent en jeu. Stone ne verra jamais cet or, » dit Thomas fermement. Morrison esquissa un sourire sanglant. « Vous croyez ça? Il y a d'autres hommes qui arrivent. 10. Ils seront là avant la tombée de la nuit. » Thomas sentit son sang se glacer. « Vous mentez. Regardez, dans ma poche. » Le télégramme. Thomas fouilla la veste de Morrison et trouva effectivement un message télégraphique froissé. Il le déplia et lut rapidement. Morrison disait la vérité. Stone avait fait appel à des renforts de Denver. « Pourquoi me dire ça? » demanda Thomas. « Parce que
J'aime pas. Les enfants qui souffrent, haleta Morrison. Prenez votre famille et fuyez. Vous avez, peut, être une heure d'avance. Morrison ferma les yeux et ne bougea plus. Thomas vérifia son pouls. Le tueur professionnel était mort. Thomas regarda par la fenêtre. En bas, la bataille touchait à sa fin. Mackenzie avait abattu un deuxième homme de Stone, mais le vieux shérif était visiblement épuisé par sa blessure. Stone lui-même était toujours retranché derrière la charrette avec son dernier acolyte. Thomas descendit rapidement l'escalier et sortit par la porte arrière. Il contourna la maison pour se placer derrière Stone et son homme. « Stone !» cria-t-il. « C'est fini. Morrison est mort. » Stone se retourna, surpris de voir Thomas dans son dos. « Comment as-tu? »« Peu importe, » coupa Thomas. « Rendez-vous, vous êtes cerné. »« Jamais. » Stone leva son arme vers Thomas, mais Helena, qui avait vu la manœuvre depuis sa cachette, tira la première. Sa balle toucha Stone en pleine poitrine. L'homme chancela, regarda sa chemise qui se tachait de rouge, puis s'effondra. Le dernier homme de Stone, voyant son chef mourir, jeta son arme et leva les mains. « Je me rends, je me rends. » Mackenzie sortit de son abri tenant son bras blessé. « C'est fini, » dit-il. Simplement, Helena et Miguel sortirent de derrière le muret et coururent vers Thomas. Il les prit tous les deux dans ses bras, sentant enfin la tension se relâcher dans ses épaules. « C'est vraiment fini ?» demanda Helena, les larmes aux yeux. « Non, » dit Thomas en se souvenant du télégramme de Morrison. « Il faut qu'on parte, maintenant. »« Pourquoi ?» demanda Mackenzie en s'approchant. Thomas lui montra le télégramme. Le visage du vieux shérif s'assombrit. « Une dizaine d'hommes, » murmura-t-il. « Nous ne pourrons jamais les affronter. »« Alors nous partons, » dit Helena avec détermination. « Tous ensemble. » Thomas regarda cette femme courageuse qui était prête à tout abandonner pour sauver sa famille. « Helena, cette terre vous appartient. Cet or pourrait vous assurer un avenir prospère. »« L'or ne vaut rien si nous sommes morts, » répondit-elle. « Et de toute façon, cette terre est maudite. Elle a tué Carlos, elle a corrompu mon frère. Je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. » Diego, qui était resté silencieux pendant toute la bataille, s'approcha timidement. « Helena, je suis désolé. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. » Helena le regarda longuement, puis secoua la tête. « Tu as choisi ton camp, Diego. Maintenant, tu devras vivre avec les conséquences. »« Qu'est-ce qu'on fait de moi ?» demanda le dernier homme de Stone qui attendait toujours, les mains levées. « Tu vas retourner à Denver, » dit Thomas, « et tu vas dire à ceux qui viennent qu'il n'y a plus rien ici, que la mine était un leurre. Et s'ils ne me croient pas, alors ils perdront leur temps et leur argent pour rien. » Thomas se tourna vers Helena et Miguel. « Rassemblez vos affaires. Nous partons dans 1 heure. »« Où allons-nous » demanda Miguel. Thomas regarda Helena, puis sourit. « Quelque part où nous pourrons recommencer à zéro, tous les 3. » Helena prit sa main et la serra fort. La lanterne brisée dans la cuisine avait marqué la fin de leurs illusions, mais aussi le début de leur véritable liberté. Ils allaient laisser derrière eux l'or, la terre et tous les mensonges du passé pour construire un avenir fondé sur l'amour et la vérité. Dans 1 heure, ils seraient en route vers une nouvelle vie. Ensemble. 1 heure plus tard, ils étaient prêts. Thomas avait chargé le strict nécessaire dans sa charrette. Quelques provisions, des vêtements, ses économies et les armes. Helena avait récupéré les derniers souvenirs de sa vie avec Carlos qu'elle voulait garder, mais elle avait laissé derrière elle bien plus qu'elle n'emportait. Mackenzie, malgré sa blessure au bras, avait insisté pour les accompagner. « Je ne peux pas retourner à Santa Fe maintenant, » avait-il expliqué. « Stone avait des complices là, bas aussi. Il me faut du temps pour démêler cette affaire. » Miguel était assis entre Helena et Thomas sur le banc de la charrette, serrant dans ses bras la guitare de son père. C'était Helena qui avait insisté pour l'emporter. « C'est tout ce qui reste de bon de Carlos, » avait-elle dit à Thomas. Miguel a le droit de garder quelque chose de son père, malgré tout. En quittant la ferme, Helena s'était arrêtée une dernière fois devant la maison où elle avait vécu avec Carlos. Elle avait regardé les fenêtres, la porte d'entrée, le petit jardin qu'elle avait tant de mal à maintenir. Puis elle avait fait quelque chose que Thomas n'attendait pas. Elle avait retiré l'alliance de Carlos de son doigt. L'anneau doré brillait dans sa paume ouverte, symbole de tout ce qu'elle laissait derrière elle. D'un geste lent et délibéré, elle l'avait posé sur le rebord de la fenêtre de leur ancienne chambre. « Adieu, Carlos », avait-elle murmuré. « Repose en paix maintenant.
Thomas avait compris le symbole. Elena se libérait enfin du passé, de la culpabilité et des mensonges. Elle choisissait l'avenir, leur avenir. Maintenant, alors qu'ils s'éloignaient sur la route poussiéreuse, Elena se tourna une dernière fois vers la ferme qui rapetissait derrière eux. Elle ne ressentait aucun regret, seulement un immense soulagement. « Où allons-nous exactement » demanda-t-elle à Thomas. « J'ai un ami au Colorado, » répondit-il. « Il possède un ranch près de Denver. Il m'a souvent dit que je serais le bienvenu si j'avais besoin de recommencer quelque part. »« Il acceptera de nous prendre tous ?» Thomas sourit et serra la main d'Elena. « Quand je lui écrirai que j'arrive avec ma femme et mon fils, il sera ravi de nous accueillir. »« Votre femme ?» répéta Elena, le cœur battant. « Si vous voulez bien de moi, » dit Thomas en s'arrêtant la charrette au milieu de la route déserte. « Elena Rodriguez, voulez-vous m'épouser ?» Elena éclata de rire à travers ses larmes. « Thomas Hartwell, vous choisissez vraiment le moment le plus étrange pour faire une demande en mariage !»« Au contraire, » dit-il en descendant de la charrette et en s'agenouillant dans la poussière à côté d'elle. « C'est le moment parfait. Nous laissons derrière nous tout ce qui nous enchaînait au passé. Nous pouvons commencer notre vraie vie maintenant. » Miguel applaudissait de joie. « Dis oui, maman, dis oui !» Elena regarda cet homme qui avait bouleversé sa vie en l'espace de quelques jours. Il était agenouillé dans la poussière, sans bague à lui offrir, avec pour seul témoin un enfant de 8 ans et un vieux shérif blessé. Et pourtant, c'était la demande en mariage la plus romantique qu'elle ait jamais reçue. « Oui, » dit-elle simplement. « Oui, je veux vous épouser, Thomas Hartwell. » Thomas se releva et la prit dans ses bras, la faisant descendre de la charrette pour l'embrasser tendrement. Miguel sauta à son tour et les entoura de ses petits bras. « Nous sommes une famille maintenant !» cria-t-il joyeusement. Mackenzie, touché par cette scène, essuya discrètement une larme. « Si vous me le permettez, » dit-il, « j'aimerais célébrer votre mariage dès que nous arriverons dans une ville avec un prêtre. »« Vous feriez ça ?» demanda Elena. « Ce serait un honneur, » répondit le vieux shérif. « Après tout ce que nous avons traversé ensemble, vous êtes devenu ma famille aussi. » Ils remontèrent dans la charrette et reprirent leur route. Le soleil commençait à décliner à l'horizon, peignant le ciel de couleurs dorées et pourpres. Derrière eux, la fumée montait encore de la ferme où gisaient les corps de Stone et de ses hommes. « Thomas, » dit Elena après un long moment de silence, « vous ne regrettez pas de laisser votre ranch ?»« Ce ranch était ma prison, » répondit Thomas. « J'y vivais dans le passé, avec mes remords et ma culpabilité. Maintenant, grâce à vous, j'ai envie de vivre dans le présent. Et l'or, nous aurions pu être riches. »« Nous sommes riches, » dit Thomas en regardant Miguel qui s'était endormi contre son épaule. « Nous avons ce qui compte vraiment. » La nuit tombait quand ils atteignirent la ville de Las Cruces. C'était une petite communauté accueillante où personne ne les connaissait et où ils pourraient passer inaperçus le temps que les choses se calment au Nouveau-Mexique. Thomas avait réservé 2 chambres à l'hôtel local. Une pour Elena et Miguel, une pour lui et Mackenzie. Mais avant de se séparer pour la nuit, Elena l'arrêta dans le couloir. « Thomas, dit-elle doucement, je voulais vous remercier. »« Me remercier de quoi ?»« De m'avoir rendu ma force. Aujourd'hui, quand j'ai tenu tête à Stone, quand j'ai tiré sur lui pour vous protéger, je me suis retrouvé. J'ai retrouvé la femme que j'étais avant que la vie me brise. Cette femme était toujours là, Elena. Elle attendait juste le bon moment pour ressurgir. » Elena se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa tendrement. « Je vous aime, Thomas. Et demain, nous commencerons notre nouvelle vie. »« Je vous aime aussi, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Et je vous promets que cette nouvelle vie sera belle. » Dans sa chambre, Elena regarda sa main nue, là où brillait autrefois l'alliance de Carlos. Elle ne ressentait aucun vide, aucun manque. Bientôt, une nouvelle alliance ornerait son doigt, symbole d'un amour choisi librement, sans mensonge ni secret. L'alliance de Carlos qu'elle avait abandonnée sur le rebord de la fenêtre marquait la fin d'un chapitre douloureux de sa vie. Maintenant, elle était prête à en écrire un nouveau, avec Thomas et Miguel, dans la vérité et l'amour sincère. Dehors, les étoiles brillaient dans le ciel du désert, témoins silencieux de cette renaissance. Elena s'endormit en souriant, le cœur léger pour la première fois depuis des années. Demain serait le premier jour de leur vraie vie ensemble. 6 mois plus tard, le printemps 1880 fleurissait dans les vertes prairies du Colorado.
Le ranch de Samuel Morrison s'étendait à perte de vue, ses pâturages verdoyants ponctués par le bétail qui paissait paisiblement sous le soleil matinal. Thomas se tenait sur la véranda de leur nouvelle maison, une construction solide en bois et en pierre qui surplombait la vallée. Il regardait Helena qui étendait le linge dans la cour, ses gestes gracieux et assurés témoignant de la sérénité qu'elle avait trouvée dans cette nouvelle vie. Miguel courait entre les cordes à linge, poursuivant un chiot doré que Samuel leur avait offert pour son 9e anniversaire. Le rire de l'enfant résonnait dans l'air pur du matin, mélodie joyeuse qui réchauffait le cœur de Thomas. « Papa !» cria Miguel en apercevant Thomas sur la véranda. « Regardez comme Goldie grandit vite, papa !» Ce mot que Miguel avait commencé à utiliser naturellement quelques semaines après leur mariage résonnait encore comme une bénédiction aux oreilles de Thomas. Il n'avait jamais forcé l'enfant, n'avait jamais cherché à remplacer Carlos. Mais l'amour et l'affection avaient fait leur œuvre, et Miguel avait spontanément adopté Thomas comme son père. « Il va bientôt être aussi grand que toi !» répondit Thomas en descendant les marches pour rejoindre sa famille. Helena lui sourit en le voyant approcher. Ses joues avaient repris des couleurs, ses yeux brillaient de bonheur, et sa silhouette commençait à s'arrondir discrètement. Elle était enceinte de 3 mois. Et cette grossesse était pour eux tout le symbole parfait de leur nouveau départ. « Le courrier est arrivé », dit-elle en lui tendant plusieurs lettres. Il y en a une du shérif Mackenzie. Thomas ouvrit la lettre avec curiosité. Mackenzie leur écrivait régulièrement depuis Santa Fe, où il avait repris ses fonctions après avoir résolu l'affaire Stone. Sa blessure avait bien guéri, et il se portait comme un charme. « Que dit-il » demanda Helena. « Les hommes de Denver ne sont jamais venus au Nouveau-Mexique » lut Thomas. Apparemment, quand ils ont appris la mort de Stone et l'absence d'or vérifiable, ils ont renoncé à leur expédition. Et Diego ? Thomas continua sa lecture. Il s'est installé à Santa Fe. Il aide Mackenzie dans son travail de shérif. Le vieux William dit qu'il essaie de racheter ses erreurs. Helena hocha la tête sans commentaire. Elle avait pardonné à son frère, mais leur relation ne serait plus jamais la même. Certaines blessures guérissent, mais laissent des cicatrices. Il y a autre chose, continua Thomas. Un homme a acheté votre ancienne ferme, un fermier honnête avec sa famille. Mackenzie dit qu'ils sont heureux et que la terre leur porte bonheur. Tant mieux, dit Helena sincèrement. Cette terre méritait une famille aimante pour la faire revivre. Miguel s'approcha d'eux, tenant dans ses bras une guitare miniature que Thomas lui avait fabriquée. L'enfant apprenait à jouer et chaque soir, ils organisaient de petits concerts familiaux où chacun chantait ou jouait de son instrument. « Papa Thomas, » dit Miguel, « vous voulez entendre la chanson que j'ai apprise ?»« Bien sûr, mon garçon. » Miguel s'installa sur les marches de la véranda et commença à gratter les cordes avec application. La mélodie était simple mais juste, et sa petite voix claire s'éleva dans l'air matinal. C'était une berceuse que Carlos chantait autrefois, mais arrangée par Thomas pour que Miguel puisse la jouer seul. Helena s'assit à côté de son fils et l'accompagna de sa voix. Thomas les rejoignit, sa voix grave se mêlant aux leurs dans une harmonie parfaite. Cette musique partagée était devenue leur rituel quotidien, leur façon de rendre hommage au passé tout en construisant l'avenir. Quand la chanson se termina, Samuel Morrison apparut au bout de l'allée, de retour de sa tournée matinale des pâturages. C'était un homme de 60 ans, veuf lui aussi, qui avait accueilli la famille de Thomas comme la sienne propre. « Encore un concert ?» dit-il en souriant. « Mes voisins vont finir par être jaloux d'avoir les meilleurs musiciens du comté sur mes terres. » Thomas rit et se leva pour serrer la main de son ami. Samuel avait été plus qu'un employeur. Il était devenu le grand-père que Miguel n'avait jamais eu, le père que Thomas avait perdu jeune et l'ami fidèle dont Helena avait besoin pour reconstruire sa confiance en l'humanité. « Samuel, » dit Thomas, « Helena et moi avons quelque chose à vous annoncer. »« Vraiment ? Quoi donc ?» Helena se leva à son tour, la main posée instinctivement sur son ventre. « Nous attendons un enfant. » Le visage de Samuel s'illumina d'un bonheur sincère. « C'est merveilleux, absolument merveilleux. » Il prit Helena dans ses bras avec la tendresse d'un père. Cette maison va enfin retrouver le rire d'un bébé. Miguel, qui avait écouté la conversation, posa sa guitare et se jeta dans les bras d'Helena. « Je vais avoir un petit frère ou une petite sœur ?»« Oui, mon chéri, » dit Helena en le serrant contre elle. « Tu vas être un grand frère. »« Et je lui apprendrai à jouer de la guitare. »« J'en suis sûr, » dit Thomas en ébouriffant les cheveux de Miguel. « Tu... »
sera le meilleur grand frère du monde. L'après-midi se déroula dans la sérénité habituelle de leur nouvelle vie. Thomas travaillait avec Samuel à l'entretien des clôtures. Elena s'occupait du jardin potager qu'elle avait créé derrière la maison, et Miguel alternait entre ses leçons d'écriture et ses jeux avec Goldie. Le soir venu, ils se retrouvèrent tous sur la véranda pour regarder le coucher du soleil. Elena était assise dans le rocking chair que Thomas lui avait fabriqué, Miguel blotti contre elle, tandis que Thomas était installé sur les marches, Goldie à ses pieds. « Thomas, dit Elena doucement, vous souvenez-vous de ce que vous m'aviez dit le premier jour, que parfois les étrangers peuvent devenir des amis? » « Je me souviens, répondit Thomas. Vous aviez raison, mais vous aviez oublié de dire que parfois les étrangers peuvent devenir bien plus que des amis. Ils peuvent devenir une famille. Thomas se leva et vint s'asseoir sur l'accoudoir du rocking chair, passant son bras autour des épaules d'Elena. « C'est vrai. Et parfois, quand on perd tout, on découvre qu'on peut tout retrouver. »« Papa, dit Miguel en levant les yeux vers Thomas, racontez-moi encore l'histoire de quand vous avez rencontré maman. » Thomas sourit. Cette histoire était devenue la préférée de Miguel, qui ne se lassait jamais de l'entendre. « Il était une fois, commença Thomas, un cow-boy solitaire qui était venu en ville pour acheter du grain. Et il est reparti avec une veuve qui a bouleversé sa vie à jamais, termina Miguel en riant. « Exactement, dit Thomas en embrassant le front d'Elena. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. » Elena posa sa main libre sur son ventre, où grandissait leur enfant. Cette nouvelle alliance en or simple que Thomas lui avait offerte le jour de leur mariage brillait à son doigt, symbole de leur engagement mutuel et de leur amour sincère. Le soleil disparut derrière les montagnes, peignant le ciel de couleurs magnifiques. Dans le silence paisible du soir, on entendait le vent dans les arbres, le bruit lointain du bétail et les battements de 3 cœurs qui avaient trouvé leur place dans ce monde. Thomas avait eu raison ce jour-là au magasin général. Tout le monde mérite une seconde chance. Et parfois, cette seconde chance arrive sous la forme d'un amour inattendu, d'une famille trouvée et d'un bonheur qui dépasse tous les rêves. Ils étaient venus pour du grain, mais ils avaient trouvé bien mieux. Ils avaient trouvé l'amour, la paix et la certitude que même après les tempêtes les plus violentes, le soleil finit toujours par revenir. Et dans cette nouvelle alliance qui brillait aux doigts d'Elena se reflétait toute la promesse de leur avenir commun. Un avenir fait d'amour, de musique et de la joie simple d'être ensemble.